Ça, en tout cas, ce sera l'adresse du podcast qui sera logiquement samedi en ligne. Voilà, au plus tard, au plus tard. Tout dépendra de mes heures de sommeil. Non, déjà, ça y est, je suis pas, on parle de grand-père du poker. Je vais quand même, le grand-père a quand même une mère et tout ça. J'ai plus de grand-mère, mais j'ai encore une mère qui aime bien écouter quand je parle à la radio. Ah oui, justement. C'est un peu comme la mienne. Et puis alors, je suis content parce que c'est assez rare. J'ai un invité qui est un tout petit peu plus âgé que moi ce soir, donc je vais pouvoir faire le fier et faire le jeune. C'est moi qui prends d'habitude quand on parle de grand-père, donc voilà. Ouais, je brague, ouais, c'est ça, voilà, exactement. Bon, t'as quel âge, toi? J'ai juste 10 ans de moins que toi, en fait. Voilà. Ah bon, ça va. Ouais, ça va. Non, mais pour moi, ça va bien, mais tu sais, à 18 ans, on trouve quand même que, passé 40 ans, on est un vieillard, hein. Surtout le poker, aujourd'hui, voilà. C'est quand même, oui. Voilà, c'est pour ça. Je connais. On va peut-être en parler de ça. Bon, et écoutez, je vous propose qu'on fasse comme d'habitude. On va commencer l'émission. Donc, on va faire, voilà. Vous connaissez le principe. On va lancer le décompte traditionnel dans le chat. Qui c'est qui commence? Allez, Chobus, toujours le musicien qui va commencer par le premier décompte. On y va tous ensemble. 4. Ouais, voilà, c'est parti. Allez, 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 75, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de grind. C'est la Calling Station numéro 75 et ce soir, j'accueille un sacré bonhomme aux multiples expériences et on peut dire un des pionniers du poker en France, monsieur Michel Abécassis. Salut Michel. Bonsoir Eti et bonsoir à tous. Alors bienvenue tout d'abord dans Calling Station, c'est ta première venue, nous sommes ravis de t'accueillir. C'est un plaisir et puis c'est aussi un honneur pour moi d'avoir à t'interviewer car évidemment on partage ensemble l'amour du poker comme tous nos auditeurs ce soir et tous les membres de la communauté. Mais tu es aussi un homme de médias, hein, tu as quelques expériences là-dedans, on pourra y revenir plus tard. Et pour moi, en tout cas c'est mon opinion, tu fais partie de ces gens qui ont contribué à démocratiser le poker en France et à le débarrasser, je dirais, de l'image un peu sulfureuse qu'il avait par le passé. Oui, j'ai toujours voulu ça, oui, bien sûr. Maintenant, j'y ai contribué, quoi, un petit peu à mon niveau, quoi. Et de toute façon, comme c'était ma passion, je suis maintenant, c'est allé bien au-delà de mes espérances de toute façon, parce que quand j'ai commencé à jouer au poker, il n'y avait pas encore tout à fait Internet, en tout cas pas le poker sur Internet, à la fin des années 90, et je soupçonnais pas, je pariais, j'étais persuadé que le poker aurait un grand succès sous sa nouvelle forme, parce que ça se jouait en compétition, parce qu'il y avait des tournois, parce que ça passait à la télévision, etc. Mais j'imaginais pas que ça serait un tel boom sur Internet. Ouais, c'est vrai, parce que bon, tu parles des années 90, depuis ce temps-là, tout a changé, les bouleversements étaient énormes ces dernières années. Alors finalement, avec le recul, c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant ? Bon, écoute, c'est vraiment
des époques différentes. C'est surtout que le poker, que je fais souvent en cette comparaison, c'est que on est passé, tu vois, par exemple, les premiers avions à la fin du 19e siècle, les avions à hélice, et puis on a mis un siècle pour arriver au Concorde, aux avions supersoniques. Et ben ça, cette période-là qui a duré un siècle, au poker, elle a duré elle a duré 5 ans, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Même pas 10 ans. Et donc c'est vraiment des époques différentes. Là aujourd'hui, ça va très vite. La stratégie, le nombre de bons joueurs, etc. Bon, il y a les sollicitations, le nombre de tournois, que ce soit sur Internet ou en live, les émissions de télévision, tout ça. Enfin bref, ça va très vite. Et la stratégie, ce qui est formidable, c'est que le jeu évolue très vite lui aussi. Alors après, justement, pour des grands-pères comme moi, comme le disait l'un des auditeurs tout à l'heure, il faut savoir s'adapter. Il faut essayer de s'adapter en tout cas. Et parce que c'est un jeu différent, c'est un monde différent. Ça a beaucoup rajeuni. Voilà. Ouais, absolument. Alors, bah oui, évidemment, la stratégie, on va en parler de ça, et puis des jeunes d'internet, et puis des gens qui sont un petit peu plus âgés, qui ont connu le poker avant, et de l'adaptation nécessaire. Je crois que c'est un sujet intéressant. T'es évidemment très connu pour tes qualités de joueur en live, puisque t'as obtenu de sacrés résultats. On sait peut-être moins, en tout cas la jeune génération, que t'as été l'un des tout premiers joueurs français à jouer sur Internet. Peut-être, ouais, c'est possible. Enfin oui, l'un des premiers en tout cas, puisque forcément j'ai vu arriver, mais effectivement. Mais j'ai jamais joué. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais joué beaucoup au poker de toute façon. Ah bon. Donc en fait, j'ai pas tellement d'expérience en réalité en poker, parce que j'ai jamais été pro online. Je joue déjà, ça fait un moment que je joue plus en cash game sur Internet parce que j'ai pas le temps. Je joue en tournoi, évidemment je joue sur Winamax parce que je participe à l'animation de la communauté et que j'aime bien échanger avec les joueurs, que j'aime bien jouer aussi, mais j'ai pas trop le temps, et j'avoue que c'est vraiment ça consomme beaucoup de temps de jouer régulièrement. Moi je joue pas régulièrement au poker. Alors même les tournois live aujourd'hui, et même de tout temps, quoi, depuis le début, j'en ai jouer relativement peu, quoi, parce que aujourd'hui je dois jouer une dizaine de tournois par an, ce qui pour arriver au long terme, c'est pas idéal. Et je vais peut-être jouer un peu plus maintenant cette année ou l'année prochaine, etc., parce que j'ai un peu plus de temps. Mais j'ai jamais été pro, quoi. J'ai jamais réussi. À un moment, pendant une période au début des années 2000, j'étais professionnel, quasiment professionnel en live. Je jouais en live, quoi. Mais, on sait bien que l'expérience qu'on récolte en jouant en live est beaucoup moins importante que celle qu'on récolte quand on joue online, quand on multitable, et puis parce que le rythme de jeu online est beaucoup plus élevé. Donc, et puis qu'il y a les trackers, puis qu'il y a on multiplie très vite, on acquiert très vite une grande expérience qui fait que un jeune qui a commencé il y a 3 ans a déjà 20 fois plus d'expérience que moi. Oui, alors tu dis que tu n'as jamais été réellement professionnel. Tu viens de t'expliquer, c'est bien. Mais si mes sources surtout sont bonnes, en tout cas, un jour, t'es quand même parti à Vegas avec à peu près tous les gains que tu avais pu accumuler au poker, parce que tu gagnais quand même un petit peu d'argent au poker, hein. Tu jouais, je crois, en cash game, peut-être à la CF. J'ai jamais été perdant. Voilà. Enfin, si, au début, quoi, quand même. Au début, il a fallu payer quand même pour apprendre. Oui. Ouais. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à ce moment-là. Déjà, tu peux nous raconter cette époque-là. Ça permettra peut-être aux jeunes qui ne te connaissent pas. Il y a certainement 2 ou 3 encore ils te connaissent tous de nom et de vue, je pense, mais de connaître un petit peu ton parcours. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit « je pars pour Vegas ». Oh non, mais ça, tu sais, j'ai toujours eu le jeu dans ma vie. Donc avant, je jouais au bridge. Donc je menais une carrière professionnelle plus ou moins semi-professionnelle, en tout cas de bridge, parce que j'ai toujours eu une activité à côté du jeu. Donc et ensuite le poker. Donc et j'ai jamais menti à mon entourage, et j'ai toujours fait accepter le
jeu parce que moi je l'aborde pas sous un aspect compulsif ni sous un aspect tu vois, c'est pas une passion dévorante qui dévore de l'intérieur. Ouais. Moi je l'aborde sous un aspect de stratégie, sous un aspect de réflexion. Enfin, j'aime bien faire comme ça, ce qui ne veut pas dire que j'arrive pas toujours au maximum, mais disons que c'est mon approche, quoi. Le jeu, que ce soit le bridge, le poker ou quoi que ce soit, j'aime bien justement cet aspect de réflexion, cet aspect de stratégie et surtout la compétition, quoi. Donc je veux dire, j'ai jamais été dans la position de mettre en danger ma famille ou quoi que ce soit pour le poker. J'ai pas pris quand je suis parti à Vegas la première année, c'est vrai, j'ai pris, c'est avec mes gars du poker, mais raisonnablement parce que j'avais une famille et que voilà, j'ai pas hypothéqué la maison pour partir à Las Vegas. Oui, tout à fait, c'est pas le même esprit, ouais. Alors justement, tu viens de l'évoquer brièvement, le bridge. Il y a deux jeux qui ont leur lettre de noblesse, qui eux ont jamais souffert d'une mauvaise réputation, je dirais. Ils sont même considérés comme des sports. Ce sont les échecs et le bridge. On est d'accord. Oui, en principe. Oui. Mais le poker aujourd'hui aussi, non. Non, mais justement, alors toi qui es un champion de bridge, parce que je le rappelle, tu as été 13 fois champion de France et tu as même 2 titres de champion d'Europe, je crois que je me trompe pas. Ouais, un peu plus, mais un peu plus, c'est ce qui est dans les voilà. C'est ce qu'on trouve sur internet. Ouais, c'est ça, ouais. Après voilà. Les gens, ça se reprend. Bon, moi j'ai jamais rectifié les erreurs sur le chiffre, ou si j'ai été 15 ou 16 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe ou quoi que ce soit, peu importe. Voilà. Moi je m'attache pas à ça. Je préfère d'abord, je me considère pas comme une vedette ou quoi que ce soit. Alors pour moi ça n'a aucun sens. Alors c'est sûr que je préfère qu'on dise que j'ai fait ceci ou cela et qu'on vante mes qualités plutôt qu'on dise c'est un con et il comprend rien à rien. Tu vois, bon d'accord. Oui. Mais à part ça, sinon voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, quoi qu'il en soit, peu importe si c'est 10, 15, 20 ou mais en tout cas, c'est plusieurs fois. Ça veut dire que tu connais l'histoire. Bon, bref. T'es quand même un bon joueur de bridge et un joueur de bridge connu et respecté dans le milieu. En dehors des considérations, c'est pour ça que je voulais faire un parallèle avec le poker, des considérations, on va dire, fiscales, financières. Est-ce que tu penses que le poker devrait, lui aussi être considéré comme un sport plutôt qu'un jeu de hasard? Non, c'est un jeu où le hasard entre pour une grande partie, c'est certain, quoi. De toute façon, c'est indéniable. Cela dit, ça n'empêche pas que ça peut être quand même une discipline. C'est une discipline de compétition et ça peut être une discipline de haut niveau. Quand c'est pratiqué de manière professionnelle et qu'on en fait son activité essentielle, auquel cas il faut évidemment être préparé physiquement, mentalement, il faut avoir le sens de la gestion, comme si on avait une entreprise personnelle, il faut d'abord faire ses classes et étudier les probabilités, la psychologie, multiplier l'expérience, etc. Bref, c'est un boulot que ça peut être un boulot comme un autre et ça peut être effectivement on peut devenir quelqu'un de non seulement de connu mais surtout de très compétent et de gagnant au poker. Mais c'est quand même pour une minorité, quoi. Disons que il y a un large éventail. Le poker, ça va du jeu entre amis une fois par mois ou une fois par semaine aux professionnels du circuit qui voyagent toute l'année, etc. Mais entre les deux, il y a tous les intermédiaires et pour plus de 95% des joueurs, c'est quand même ça reste un loisir. Ce qui est formidable justement, c'est que dans ce loisir, on peut toujours, quel que soit son niveau, quel que soit son degré de compétence et quel que soit le temps qu'on y consacre, on trouve toujours quelque chose d'intéressant parce qu'on avance toujours et qu'on s'en lâche jamais. Tout à fait. Alors j'ai relevé quelques questions des membres que je vais te poser. D'ailleurs, comme tu es avec nous dans le chat, si jamais tu veux réagir à des choses, tu me le dis parce que je le vois pas toujours le chat. Mais bon, j'ai relevé quelques questions. Moi, je vois ça. Ouais, voilà, tu le vois toi. Donc tu n'hésites pas à m'interrompre si besoin est. Alors j'ai une question de Arnaud Bretagne qui est là d'ailleurs ce soir aussi. Arnaud Bretagne qui, comme son pseudo l'indique, ne vient pas de Calais. Il te dit Michel, je crois que ton surnom est le professeur. Ça vient
vient d'où? Alors là, tu as déjà un petit peu d'explication avec ce qui nous a... J'en sais rien, d'ailleurs, je me considère pas non plus comme un professeur, et je sais pas d'où ça vient. Si, peut-être parce que j'ai fait découvrir le poker, effectivement, à Paris, puisqu'on j'ai fait le DVD Poker Coach de Patrick Bruel. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai commenté le poker dans les premières émissions qu'il y a eu à la télévision de poker, sur Eurosport, le PT sur Eurosport, ensuite les WSOP sur RTL9 et sur AB3 en Belgique. Effectivement, donc le tournoi des As sur Paris Première, etc. Gagné 2 fois, ça c'était bien aussi. Donc effectivement, j'ai été un peu médiatisé. D'autre part, j'ai été l'un des premiers aussi à écrire sur le poker, à communiquer de manière générale sur le poker. Donc j'ai tenu un blog pendant quelques années, à une époque où il n'y avait pas il y avait pas tous les sites qu'il y a aujourd'hui d'information, tous les forums, etc. Donc j'étais un des premiers, mais c'est probablement pour ça que c'est de là que ça vient, quoi. Oui. Et puis j'aime bien, j'aime pas le côté professoral, j'aime pas le côté de cours magistral ou quoi que ce soit, mais j'aime bien échanger des idées, j'aime bien le côté pédagogique, le côté échange avec les autres, quoi, quel que soit leur niveau. Très bien. Alors, et Arnaud, il finissait sa phrase en disant: je me refais la vidéo de MiG-22 à l'Xpert pour me mettre en appétit, dit-il. Alors, c'est vrai que tu as aussi... oui, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, en tout cas des vidéos commentées, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas le temps. Des vidéos, oui, par exemple sur l'histoire de Las Vegas ou des trucs comme ça, parce que j'aime bien. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit, il y a Free Player 62 qui dit: est-ce que Michel se sert toujours de son petit carnet pendant les MTT live, hein? Et en fait, j'ai fait ça pendant quelques temps, et puis ça nuisait quand même pas mal à ma concentration, parce que j'étais obligé de noter les trucs, etc. Mais je le fais plus maintenant, parce que j'entre vraiment dans une bulle, et je suis concentré à fond quand je joue les tournois. J'en joue pas tellement, et puis j'écris moins d'articles aussi, donc je le fais plus tellement, mais j'essaie de garder toujours, et ça c'est un conseil que je donne à tous, qui est valable pour tous, c'est que lorsqu'on joue un tournoi, d'essayer de se souvenir de tous les coups et de revoir la partie, le déroulement de la partie après, pour voir les erreurs qu'on a pu faire, parce que souvent, disons qu'on se polarise sur le bad beat, le coup qui nous a éliminés, etc., où on a perdu avec As-Roi contre 8 et 4, et puis on se dit sinon j'aurais continué le tournoi, mais peut-être que les configurations auraient été différentes. C'est une des grandes différences qu'il y a avec le bridge, c'est que au bridge, tous les coups sont indépendants. Au poker, dans un tournoi de poker, les coups qu'on joue dépendent des coups précédents, parce que le tapis évolue d'une certaine manière. Donc, quelquefois, la dynamique de la table. On peut pas se reprocher sa sortie, mais on peut éventuellement remettre en question et à l'analyse post-mortem, de se dire si 2 heures plus tôt j'avais pas fait ce coup-là, j'avais joué ce coup-là différemment, et ensuite 1 heure plus tôt j'avais fait ceci, etc. Peut-être que j'aurais pas eu le même tapis, et du coup les choses auraient été différentes, j'aurais été dans une position différente. Donc c'est une construction, c'est global, un tournoi, et trop souvent on a tendance, moi comme les autres, au départ, c'est quand même un travail à faire sur soi-même, on a tendance à se souvenir que des mauvais coups, des coups de malchance qu'on a eus, etc. Donc en fait, il faut essayer d'analyser froidement. La lucidité est une des qualités essentielles au poker. Alors c'est vrai que c'est un avantage du online avec les trackers. On peut se faire des revues de session entières, justement, et beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai qu'on a l'image de toi. Moi, je me souviens très bien il y a quelques années avec ton petit carnet, et tu l'as fait quand même pendant un petit moment, ça, d'ailleurs. Oui, absolument. Et alors maintenant, le problème, c'est que j'ai fait un travail différent maintenant, c'est que j'essaye au contraire d'évacuer tous les coups, de ne pas m'en souvenir pendant le tournoi. Tu fais l'inverse, oui. Parce que pendant le tournoi, si on se souvient des coups, des mauvais coups, etc., ça nuit à l'efficacité. Donc en fait, je joue les coups les uns après les autres, j'essaye de les oublier. Alors après, j'essaye de m'en souvenir, j'essaye de reconstituer la partie, de voir tous les coups importants, même les petits coups, etc., quelquefois, qui peuvent contribuer au résultat du tournoi, parce que
il y a non seulement les gros coups, etc., mais les petits coups qui construisent notre image dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Peuvent être déterminants. Oui, tout ce qui fait que la dynamique de la table change et ce qu'on appelle le metagame et tout ce qui s'est passé avec les autres, quoi. Ouais. Des coups qui peuvent paraître finalement anodins, le sont pas forcément. Ouais. Oui, mais bon, c'est surtout moi ce que je dirais, c'est surtout de pas, bon, la chance. Tu parlais tout à l'heure de la chance, du hasard, etc. Ouais. Elle est omniprésente au poker, sur tous les coups, tout le temps, etc. Mais la chance, si, le problème est d'arriver à bien la localiser. Et une fois qu'on l'a localisée, de ne pas s'en préoccuper. Voilà. Donc, parce que évidemment, quelquefois, on joue mal un coup. D'accord, et on se dit si on n'a pas la technique suffisante, on se dit c'est parce que j'ai pas eu de chance, aussi pourquoi l'autre il touche son 3 à la river, sinon j'aurais gagné le coup, et peut-être qu'on l'a mal joué aussi. Et c'est pas du tout une question de malchance. Quelquefois aussi on se dit j'ai mal joué, et pourtant on n'y peut rien, c'est une question, c'est le hasard qui a fait la différence. Donc il faut bien localiser le hasard, et une fois qu'on le localise bien, il faut en faire abstraction, en tout cas sur le long terme. Et alors, une question que j'ai à te poser par rapport à ça, dans quel ordre, ou disons, en quel pourcentage, si c'est possible, c'est absolument impossible de répondre à cette question, mais comment tu classerais ces trois éléments dans le poker, la technique d'une part, le mental d'une autre, et cette part de chance? En tournoi, même si on joue régulièrement, très régulièrement en 15e, c'est un peu différent pour les professionnels et pour les amateurs. Parce que quand on est professionnel, c'est très difficile quelquefois, et de les downswing, etc., les hauts et les bas, c'est pas évident, et mentalement c'est très dur. Et réagir à l'adversité sans perdre sa lucidité, sans perdre ses qualités de jeu, etc., c'est pas évident. Moi je crois qu'en tout cas en tournoi, c'est sûr de toute façon, et quand on joue régulièrement aussi, je mettrai en premier le mental. En premier, hein, d'accord. Ah oui, en premier le mental. Parce que la technique, tout le monde, lorsqu'on acquiert suffisamment d'expérience, qu'on soit bon, ou très très bon, la technique, elle fait de la différence, mais ça dépend aussi des parties qu'on choisit, ça dépend des tournois qu'on joue. Il y a des tournois plus ou moins forts, où le champ est plus ou moins fort que dans d'autres. Si on joue des tournois, si on joue le main event quand il reste 3 tables au World Series, c'est sûr que le niveau est très fort, la pression est très forte, etc. Si on joue des tournois online à 1 euro ou à 5 euros ou à 10 euros, la pression est un peu moins forte, le niveau est moins fort, etc. Donc la technique, ça joue, c'est très important, il faut l'améliorer en permanence, mais je la mettrai en deuxième. Et moi je mets le hasard en troisième, bien que ce soit probablement, disons que c'est ça qui a le plus d'importance dans le résultat. Ah oui, quand même. Oui. Oui, mais je le mets en troisième pour le joueur parce qu'il ne doit pas s'en préoccuper. Oui, bien sûr. Il doit l'étudier, il doit le gérer, il doit essayer de le réduire au maximum, mais il doit pas, et ça doit pas lui manger la tête, quoi. Ça, tu vois trop de joueurs à tous les niveaux, hein, même des très forts, qui sont encore braqués sur la chance, la malchance, le hasard, etc. Moi, je t'avoue que j'y échappe pas, hein, quelquefois. Ouais. Justement, toi personnellement, comment tu fais? Ça a dû t'arriver des sessions horribles où tu t'es pris 10 bad beats d'affilée. Comment tu réagis? Est-ce que tu as déjà tilté, par exemple, simplement? J'ai tilté, mais j'avoue que ça me fait pas tilter maintenant. J'avoue que les tournois, c'est très dur, par exemple. Et quand on joue, tu vois, quand on joue online, on joue des tournois, on est éliminé, on prend un bad beat, c'est un peu énervant sur le coup, mais bon, on peut ouvrir un autre tournoi, on sait qu'on a d'autres, on a plusieurs tables, etc. éventuellement, c'est pas dramatique. Quand on joue sur le circuit, même quand on est sponsorisé, le fait de voyager, le fait de partir, d'investir beaucoup de son énergie et d'y croire, etc. et de se faire éliminer 10 tournois d'affilée, c'est chaud, quoi. C'est pas anodin, ça tape sur la tête, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Bon, ça t'est jamais arrivé, comme certains d'entre nous qui sont passés à ce micro de casser des ordinateurs ou des choses comme ça. Non, ça c'est pas mon tempérament. Puis j'ai l'habitude
avec le bridge, j'ai toujours fait de la compétition, j'ai toujours été là-dedans. Donc il faut apprendre à résister à la pression, à résister à l'adversité, les mauvais coups, et puis à se relever, quoi. Ouais. C'est ça qui fait les gagnants à l'arrivée et les champions, quoi. Parce que d'essayer de pas justement de faire abstraction des mauvais coups, en tout cas de savoir les encaisser, quoi. Sur un ring de boxe, un mec qui est un grand styliste et qui donne des coups fabuleux, qui sait donner des coups foudroyants, s'il sait pas encaisser les coups qu'il reçoit, bah il est nul, quoi. Donc c'est ça qui fait la différence. Ouais, ça fait partie intégrante du jeu, ouais. Une maîtrise à avoir. Arnaud Bretagne, je réponds à Arnaud, excuse-moi je t'en prie, au contraire. Cette parenthèse, t'as des billes dans Wina? Non, j'ai pas de billes dans Wina. Non, j'étais le premier à travailler donc pour Winamax quand on était d'ailleurs, on était 3 au début à travailler. J'étais le premier donc parce que à apporter mes conseils, etc. Mais je suis pas actionnaire de Winamax, j'ai pas de billes, non, je suis employé. En revanche, tu as un poste chez Winamax, je ne sais pas le titre que tu as exactement. Peut-être tu vas nous le dire. Tu t'occupes de quoi exactement chez Winamax? Mon titre, c'est directeur éditorial. Voilà, c'est l'édition. Voilà. Contenu éditorial, quoi, du contenu écrit, etc. Un peu de la communication, etc. Et en réalité, et de la lutte, et aussi je suis responsable de la lutte contre l'addiction. Voilà, tout à fait. Maintenant, je suis aussi membre du team Winamax. Voilà. En tant que joueur, et en réalité maintenant je vais plus m'orienter moins sur le contenu écrit parce que maintenant on est très nombreux dans Winamax, que ce soit au niveau dans le département éditorial ou que ce soit pour le marketing, la communication, que ce soit pour le développement informatique, que ce soit pour le support, etc. Maintenant c'est une entreprise qui a pris de l'importance et donc moi je vais plus me concentré sur le conseil, sur la communication, sur les relations extérieures, sur la représentation. Très bien. Alors évidemment, le contenu éditorial, c'est pas tout à fait un hasard non plus, puisque si vous le savez pas, Michel a un passé de journaliste. Hein, tu as d'ailleurs avant. C'est mon métier. Parce que mon premier métier, c'est médecin. Voilà. Que j'ai exercé assez peu de temps, faut reconnaître. Et ensuite, je suis rentré dans le journalisme, mais pas du tout dans le journalisme médical, pas tout à fait par hasard, mais parce que ça correspondait à ma forme d'esprit, ça m'a intéressé. Et j'avais aucune formation pour ça, mais je me suis formé sur le tas et j'ai souffert un peu. C'est comme dans tous les domaines où on apprend et où on essaye de progresser. Hein, j'ai souffert au début et puis bon, ça m'a intéressé. Donc j'étais journaliste à Elle pendant pas mal d'années. Ensuite rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef d'autres magazines et tout ça, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui mon métier c'est ça, journaliste, puisque c'est un peu j'ai toujours essayé, c'est pour ça que j'ai changé plusieurs fois de métier et j'ai fait plusieurs choses différentes parce que je suis curieux, que je m'intéresse aux choses que je fais et surtout je me suis toujours arrangé pour faire les choses que j'aimais faire. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir réussir entre guillemets, en tout cas à mon échelle, dans les choses que j'aimais faire et parce que je me suis toujours arrangé, parce que je pense que je ne peux faire bien que les choses que j'aime faire. Donc journalisme, maintenant aujourd'hui le poker et le journalisme qui sont mes deux passions, j'ai fait converger. Alors on vient de parler de Winamax et évidemment on va évoquer un peu le team Winamax. Hein. Je dis bien le et non pas la team, puisque je crois que tu y tiens. Et puis c'est une question de sémantique, comme tu l'as expliqué déjà. C'est vrai que ça peut paraître curieux, mais c'est tout à fait explicable en fait. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'on pense équipe, on pourrait dire la team, mais j'ai appris que c'était tout à fait juste de dire le team. Voilà. Ouais, mais bon, bien normalement tous les mots étrangers, quand il n'y a pas de genre, comme en anglais, justement, il n'y a pas de. C'est ça. Les mots sont neutres, donc on doit les mettre le neutre, on doit se mettre au masculin en français. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de mots quand même qu'on doit mettre au féminin, parce qu'on peut pas dire un river, par exemple. Ou la bad beat. Donc tu vois, ça vient comme ça. Ouais. Alors le team, la team.
bon, c'est pas ça débat, mais je pense que le team, ça me semble plus correct. Oui. Ouais. Alors bon, moi je vais parler d'équipe simplement. Là, je la suis cette équipe de Winamax depuis le début, je crois quasiment. J'avoue que j'ai une tendresse particulière parce que c'est pour moi ce qui a marqué aussi un peu le début du poker moderne. Je parle en France, hein, bien sûr. Hein. En France, avec les premiers sponsoring, je crois que c'est la première équipe à avoir en France, hein, je dis bien. Hein. Mais moi, je dirais que, enfin, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que c'est pratiquement au monde encore aujourd'hui la seule équipe. Ouais. Parce que c'est vraiment une équipe, parce que c'est un esprit de groupe, parce que c'est une volonté dès le départ de faire un groupe et pas des individualités seulement des champions ou seulement des champions et des people, tu vois. C'est ce qui se comprend aussi, hein, c'est pas la question. C'est pas la même démarche, c'est pas la même démarche. Mais au départ, c'était ça, c'est une démarche. Et aujourd'hui, donc on a commencé en 2007 et on a toujours voulu être un groupe. Donc c'est des gens qu'on a pris dans l'équipe. Ça a toujours été des complémentaires aux autres, etc. D'ailleurs, tu vas voir aujourd'hui la douzaine de personnes qui dans l'équipe, c'est des personnalités complémentaires qui ont tous des qualités différentes, qui sont pas des clones les uns des autres. Ouais, absolument. Ouais. Et bon, en même temps, moi qui les connais bien tous et qui me connais un peu moi-même, on a aussi des défauts très différents. Oui, alors ça, c'est intéressant, on va voir, en parler. Ouais, ça, c'est vrai qu'aussi, ça a représenté aussi en 2007, en France, les jeunes d'Internet, hein. Je pense à des gens qui n'y sont plus aujourd'hui, mais il y en a encore qui sont là. Nico est toujours là, mais il y avait Toll, il y avait Johnny, tous ces sharks d'Internet c'est les jeunes qui déboulaient, qui fracassaient tout, quoi, hein, on peut le dire. Ils ont remis en question les concepts, les préétablis. Et puis c'était les vidéos de coaching en français. Voilà, c'est les premières vidéos de coaching. Ça c'était génial. Non, mais ça, bon, et puis après, on a tous évolué dans un sens ou dans l'autre, etc. Mais on reste quand même proches les uns des autres. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai non seulement une tendresse, une affection pour eux, mais de l'amitié aussi, mais on échange aussi entre nous, et bon, maintenant on est une équipe structurée, on a un team manager qui est Stéphane Matteux, qui est un type formidable, qui est un ex-pro de tennis, et donc qui connaît vraiment son sujet, qui connaît bien le poker, qui a coaché Elki, etc., qui est pas joueur de poker lui-même, mais qui connaît très bien la compétition et tout ça, et qui nous prépare comme pour des compétitions. On a un coach mental. On a, par exemple, le mois prochain, on va faire chaque année, on fait un séminaire tous ensemble où on fait préparation sportive, des discussions de poker, des ateliers de poker, et où on essaye de progresser ensemble, d'échanger ensemble. Et puis on se retrouve dans les tournois. On a aussi plaisir. Parce que pour moi, le poker, que ce soit en compétition ou en KGM, c'est rien. Pour moi, il faut qu'il y ait autre chose à côté. Et donc, qu'on ait plaisir à se retrouver pour dîner, pour jouer au tennis ou au golf, ou pour sortir, voir un spectacle, faire rigoler ensemble, passer des soirées, tout ça, quoi. Ça, c'est important. Bon, alors, évidemment, tu nous présentes ça comme ça et c'est formidable. Mais moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment ça se passe réellement au sein de l'équipe. Casse les mythes. Casse les mythes et avoue-nous que tout ça, finalement, que c'est qu'une vitrine et qu'en réalité, personne ne se supporte, que tout le monde se fout sur la gueule à longueur de journée. Je sais pas, dis-nous quelque chose de bien. Non, je t'avoue franchement que on ne s'est jamais fâché. C'est vrai? Sérieusement, jamais? Non, il arrive qu'on s'engueule. Il arrive qu'on s'engueule quand on passe par un mois et demi dans la même maison à Las Vegas, forcément, parce qu'il y en a un qui a laissé le beurre par 40 degrés au soleil et ça a attiré les fourmis ou n'importe quoi. Mais c'est des petits détails, quoi. Ouais. Bon, il y a des trucs, mais ce qui compte, c'est que là, moi, ce que je retiens depuis 5 ou 6 ans, quoi, qu'on est ensemble, enfin avec quelques changements, mais ce que je retiens, c'est que
on a toujours plaisir à se voir, à se retrouver, qu'on s'entend bien, qu'on apprécie nos qualités, on s'apprécie mutuellement, on apprécie nos qualités, quoi. Bon, mais ça se voit de l'extérieur et je pense que c'est pas vrai. Ludovic Claquet qui a laissé le beurre au soleil. Ah oui, des noms, il nous faut des noms maintenant, évidemment, forcément. Non, mais chacun, je veux dire, on a chacun on a même des fois des tempéraments opposés, quoi. Allez, dis-nous. Il y en a qui sont, il va y en avoir. Je ne vais pas citer de nom. Ah, si. On va deviner. On va essayer de deviner. Non, il va y en avoir qui sont bordéliques au possible, alors que moi, je déteste ça, par exemple. Je ne porte pas le bordel dans la maison. Davidi, il est chiant pour ça, non? Moi, je suis obsessionnel. Ah, Davidi, voilà. Voilà, tu vois, au hasard. Je vois que tu t'y connais. Alors, on a eu une discussion un jour avec Davidi, justement là-dessus, quand on était dans la maison à Vegas. Au bout de 3 semaines, on a eu une discussion. Moi, j'ai dit, écoute, je vous assure, on était tous ensemble. Je dis, moi, je trouve vraiment, c'est pas possible. T'avais dit, mais je suis d'accord, c'est pas possible. Et en réalité, on voulait dire l'opposé. Lui, il trouvait que c'était trop bien rangé, et donc ça l'énervait, et qu'il aimait le bordel. Et moi, je trouvais que c'était pas assez, que tout le monde, c'était dégueulasse, vous laissiez traîner les trucs, etc. Ouais. C'est chiant. Bon, mais ça allait pas plus loin que ça, hein. Ouais. C'était pas du tout, on s'est pas fâché pour ça, ni quoi que ce soit, hein. Non, moi, tu dis Davidi, c'est vrai que j'aurais du mal à vivre avec lui au quotidien toute l'année, parce que il est bordélique, etc. Mais en revanche, c'est un garçon formidable, je l'adore. C'est quelqu'un d'original. Il a toujours des visions décalées sur les choses, etc. C'est formidable. On passe des moments formidables ensemble. Bon, tu vas pas t'en sortir comme ça encore, tu vas voir. Qui est le plus fichi dans la team? Qu'est-ce que c'est fichi, à ton avis? Le plus nul? Ouais, le plus mauvais, quoi. Ouais, le plus fiche, quoi. Le pigeon de la team. C'est impossible à dire parce que fichi, tu vois, le poker, on peut pas dire que d'abord ça se résume pas à la technique. Et la technique elle-même a de multiples facettes et qu'il y a aussi donc qu'en dehors de la technique, tu as plein d'autres qualités qui peuvent entrer en jeu. Moi, je donne l'exemple, par exemple, je te donne l'exemple de Patrick Bruel. Ouais. Patrick Bruel, tu vois, c'est l'ancienne génération. Ouais, complètement, ouais. Tu vois, les jeunes d'internet, les sharks, etc. Ils vont dire, attends, ça va, il n'a pas la technique, etc. d'aujourd'hui et tout ça. Oui, c'est vrai. Il n'a pas la technique, il n'a jamais joué online, etc. Il n'a pas cette technique-là. Ouais. Mais il en a d'autres. Il a d'autres qualités qui font qu'il peut encore vous en remontrer, quoi. C'est-à-dire que c'est un gagneur, c'est un type qui réussit dans tout ce qu'il fait, c'est un type qui a une évaluation des hommes et des situations que j'avoue, avoir pas vu très rarement et jamais aussi bien que chez lui. Alors donc, ça, c'est des qualités énormes. Il a des qualités de gagneur dans la vie, donc il a des qualités de gagneur au poker, et voilà. Donc, à partir de là, je peux pas te dire donc qui est le plus fichi dans l'équipe. C'est impossible. Je te dis, il y a tous des qualités différentes. Non, Michel, je te taquinais. Je voulais absolument essayer de te faire dire du mal de cette équipe. C'est impossible, quoi. Si, je peux dire du mal parce que forcément, comme les gens, personne n'étant parfait, forcément, je connais leurs défauts. Mais pour moi, c'est leur qualité qui importe. Bien sûr. Et c'est ce que je retire. Et d'ailleurs, c'est dans les relations, c'est comme ça. Et on sait bien que même nos meilleurs amis ont des défauts et des côtés agaçants. Mais on essaie plutôt d'aller sur les côtés qui positifs, sur ce qui nous plaît en eux et sur ce qui va nous faire avancer. Donc, franchement, j'ai aucune acrimonie, aucune arrière-pensée quand je dis ça vis-à-vis d'aucun d'eux, quoi. Oui, je m'en doute bien. Est-ce que c'est évident, je connais la réponse, mais je pense que le fait de côtoyer justement tous ces joueurs, tous ces jeunes loups d'internet, ça t'a toi-même fait progresser dans ton poker? Énormément. Alors, écoute, d'abord, donc je te dis sur le poker. D'abord, le poker lui-même m'a fait progresser sur moi-même et sur la connaissance de moi-même et sur la connaissance des autres. Ouais. Ça, énormément. Bon. Ensuite, sur la technique, j'ai bien vu comment ça a été très très vite et comment les stratégies ont changé en quelques années. Donc j'ai vu tout ça. Alors moi, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Je vais essayer maintenant de rattraper le temps perdu.
j'ai pas eu le temps de travailler autant que j'aurais dû le faire, que la technique, mais je me suis quand même vachement adapté. Et quand je vois, par exemple, aujourd'hui, cette semaine, là, par exemple, j'essaie de faire des quiz et je regarde ce que j'avais fait avant. Oui, tu vois. Et je vois ce que j'avais fait avant, mais je dis, mais c'est nul. C'est complètement obsolète, tu vois. Donc ça prouve déjà que j'ai évolué. Alors, je pense dans le bon sens quand même, mais en tout cas, j'ai évolué dans un sens. Et je vois les trucs que j'ai écrits, des quiz que j'ai posés, mais je dis, mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça a vachement changé. Et puis même sur ce qui n'a pas changé, je suis pas d'accord parce que je connais plus de choses qu'avant. Ah, c'est une réelle remise en question, une perpétuelle évolution. C'est obligatoire. Ouais. Bien sûr, c'est obligatoire. D'une manière générale, quelle que soit la discipline qu'on pratique, c'est obligatoire. Et au poker, où ça va tellement vite, c'est encore plus obligatoire. Tu sais, tu peux prendre n'importe quelle discipline. Je sais pas, tu prends l'histoire de France. Ouais. D'accord. Un gamin de 8 ans, il a eu l'instituteur, enfin le prof, là, ce qui tu veux, sa maîtresse, lui a expliqué, je sais pas, Louis XIV. Ouais. Alors, il a expliqué Louis XIV, il faisait ci, Versailles, machin, etc. Il rentre le soir chez lui, il dit, je connais tout sur Louis XIV. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant, le mec qui est professeur agrégé à l'université et qui connaît spécialiste de Louis XIV depuis 30 ans, le mec, t'es d'accord qu'il en connaît 1000 fois plus, et le mec, il va te dire, c'est fou, quoi. J'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'étudie ce truc-là et j'ai encore plein de choses à découvrir. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, voilà, le poker, c'est pareil. Il n'y a aucune raison que ça échappe au reste, puisque le poker reproduit la vie et la vie reproduit le poker. Hein. Alors, le poker reproduit la vie et la vie reproduit le poker. J'ai trouvé justement des petites citations par-ci par-là sur le jeu, pas forcément sur le poker, mais j'aimerais bien que tu y réagisses. Justement, ça rejoint un petit peu à ce que tu nous dis là. J'ai trouvé c'est un jeune auteur qui s'appelle Platon. Et il dit on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est une phrase, bien sûr, mais c'est une phrase, évidemment. Hein. Mais est-ce que ça s'applique d'ailleurs au poker? Parce que justement, on essaye de tout cacher au poker. Non, mais il est certain qu'au jeu, au poker, on va dire, les tempéraments ressortent, quoi. Ton tempérament profond ressort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas aller contre, et qu'il y a plusieurs styles de jeu différents. Il n'y a pas une manière de bien jouer au poker. L'essentiel, c'est qu'il faut que le style de jeu que tu adoptes, étant entendu qu'il faut de toute façon avoir beaucoup de techniques et qu'il faut étudier, etc. Et le style de jeu que tu adoptes doit être en rapport avec ta morphologie, avec ta psychologie, etc. C'est-à-dire avec ton tempérament, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas, si dans la vie, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si t'as un tempérament de fourmi, tu peux pas faire jouer lag par exemple, extra lag comme voilà. un Ludovic Laquet il y a des gens qui font l'inverse, qui justement trouvent un exutoire dans le jeu et qui, alors que dans la vie ils sont comme si, ils sont à l'opposé dans le poker. Bon, mais en général, on arrive à savoir à peu près. C'est vrai que c'est assez révélateur. Le jeu peut être révélateur. Alors, je pense pas le poker à haut niveau. Je pense pas que ce soit révélateur de la personnalité, parce que justement, comme tu le disais, les gens justement font l'effort de travailler leur image et des messages qu'ils font passer. Oui, voilà. Parce qu'il faut justement pas être lisible. Donc, c'est un peu moins vrai, je pense, au poker. D'accord. Alors, j'ai une autre citation qui est d'Anatole France, qui dit « Le jeu, c'est un corps à corps avec le destin ». Est-ce que toi, tu pourrais imaginer ta vie sans le jeu? Ah, tout à fait, oui. Ouais. Moi, on me supprime le jeu du jour au lendemain, ça me fait ni chaud ni froid. D'accord. Carrément. J'adore ça, j'adore jouer, j'avoue, mais je peux m'intéresser à autre chose. Je suis curieux, comme je te dis, je suis curieux de plein de choses, et puis d'abord j'ai d'autres centres d'intérêt que le jeu dans la vie, tu vois. Ouais. Et donc franchement, je pourrais faire d'autres choses. J'ai envie de faire plein d'autres choses d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais pour te changer la tête justement quand t'as envie quand tu satures un peu, quand t'as plus envie d'entendre parler de tout ça, que t'as quelques jours devant toi, qu'est-ce qui te libère, qu'est-ce que tu aimes bien faire pour te changer l'esprit? De toute façon,
je sature jamais parce que je suis jamais à fond dans une seule activité. Je suis jamais à fond dans le poker. Donc bon, il y a le travail. J'aime jouer au poker, mais j'aime beaucoup le cinéma, j'aime le golf, j'aime le sport, j'aime m'intéresser, j'aime l'information, la politique, j'aime beaucoup de choses. Et j'aime lire, voilà, j'aime écouter de la musique. Donc toutes ces choses-là sont. Je peux pas imaginer que voilà, c'est pour moi c'est tout est complémentaire. Tu picores à droite à gauche, tu passes d'une activité à l'autre, donc tu satures jamais en réalité, quoi. C'est pour ça. C'est ça. C'est pour ça que je me suis toujours arrangé pour avoir toujours deux portes, au moins deux voies dans ma vie que je me mets de front, parce que justement pour pas saturer, pour être sûr de pas m'enfermer. Je veux pas m'enfermer. Je veux pas m'enfermer dans une impasse. D'accord. J'aime être libre, j'aime être indépendant et j'aime faire ce que j'ai envie de faire. Alors le problème, c'est que tout le monde n'a pas les moyens, n'a pas la chance je dis la chance, mais c'est peut-être autre chose, mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça, mais voilà, je crois que c'est quand même très important si on a un boulot, si on a des activités qui nous emmerdent, franchement, oui, c'est pas bon, quoi. Ah oui, c'est pas marrant, c'est clair. Ouais. Est-ce que ton meilleur souvenir de joueur est lié au poker? Peut-être pas, non. Peut-être pas, parce que mon meilleur souvenir, c'est une rencontre qui a un léger rapport avec le jeu, mais qui est pas fondamentalement basé sur le jeu. C'est-à-dire que si c'est par le jeu que j'ai eu, mais bon, tu sais, les hasards, les circonstances, etc., font que... Et tu voudrais que je te le raconte, c'est ça que tu veux me dire? Ah non, ça, je te laisse libre choix de ce que tu veux me raconter. Non, mais je l'ai raconté ce mois-ci, là, dans le magazine qui m'a interviewé, où je suis en couverture et où ils m'ont interviewé assez longuement et où j'ai raconté cette rencontre que j'ai faite avec Frank Sinatra. Ah mais attends, je l'ai pas lu. Alors j'ignorais, et alors, en plus je suis fan de Sinatra. Tu me racontes ça tout de suite. Alors. Eh ben tu liras, tu liras. Ah, oui. Eh ben bon, et tous ceux qui nous écoutent peut-être le liront ou pas. Mais c'est vrai que on a joué ensemble. Et c'est en tout cas la fois où j'ai vraiment regretté de ne pas savoir jouer au poker, parce qu'on s'est rencontrés dans des circonstances très... c'est vraiment du hasard, quoi. Enfin, j'étais dans un hôtel où je séjournais pour un tournoi de bridge, et en fait, lui aussi séjournait dans cet hôtel, et moi je suis allé je voulais aller prendre un verre au bar, et le bar était fermé parce qu'il était réservé à une seule personne. Il y avait des gardes du corps à l'entrée. Et moi, j'ai voulu rentrer au bar, parce que j'ai un côté distrait. Il y a des choses qui sont devant mes yeux, je les vois pas, très souvent. Je peux être capable d'analyser des trucs très fins que personne ne voit. Et d'un autre côté, je peux être complètement aveugle sur des choses évidentes. Oui, je comprends très bien. Oui. Et j'ai un côté, je sais pas si je suis distrait ou n'importe quoi, tu vois. Je peux avoir quelqu'un en face de moi et ne pas le voir. Ouais. Tu vois, et donc les gens se disent, quand tu dis pas bonjour, ah mais je t'avais pas vu, ils me croient pas. C'est la vérité. Tu vois, parce que je pense à autre chose, par exemple. Bien sûr. Donc là, je me dirige vers un endroit dont l'accès est manifestement fermé, tu vois, et je le vois pas. Et donc je me heurte à des armoires à glace qui me disent, non monsieur, l'accès, le bar est fermé aujourd'hui parce qu'il est réservé à un invité spécial. Ah bon? Je dis d'accord, mais comment, etc. Et puis là-dessus, je vois un type qui passe la tête. Et là, j'en crois pas mes yeux, c'est Frank Sinatra. Oui. Et puis, il avait été un peu éméché, probablement déjà. Et du coup, il m'a payé, il me fait un grand signe, il me dit de venir, il me tend la main, tu vois. Alors bon, le mec, voilà, il commence à me parler, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, je joue au bridge, je suis venu pour un tournoi de bridge, enfin bon. Ah ouais, mais moi j'aime jouer, etc. On va jouer au poker, vous voulez pas qu'on fasse un poker ensemble? Ouais. Alors je dis, non, je suis désolé, je sais pas jouer au poker. Mais c'est pas possible, tout le monde sait jouer au poker. Ça c'était il y a pas mal de temps déjà, il y a pas mal d'années. Et mais avant que le poker arrive ensemble, et moi j'avais jamais joué au poker de ma vie. Et là je suis désolé, alors il me dit, mais alors à quoi vous jouez? Moi il me dit, moi je joue pas au bridge, alors vous voulez pas qu'on fasse un backgammon, par exemple? Vous jouez au backgammon? Je dis oui, je sais jouer au backgammon. Ah, bien, on dit alors on a fait deux parties de backgammon.
Formidable. Ouais. C'est cool. Et ça, bon, ça c'est mon meilleur souvenir parce que bon, j'aimais déjà Frank Sinatra, mais depuis évidemment, j'ai collectionné tous ces trucs, ses autographes, les livres sur lui, etc. Bref, et effectivement, et puis c'était marrant parce que bon, ce mec c'était quand même une idole. Je sais pas, les jeunes aujourd'hui. Je crois qu'il reste encore assez connu, même maintenant. Enfin, tout le monde connaît son nom, tout le monde connaît sa voix. Je pense, il a passé le temps et puis il restera comme une idole, je pense. Hein. C'est un peu comme James. Il y a des gens, si tu veux. Ce qui m'avait frappé, c'était j'avais rencontré un mec qui était malheureux, quoi. Mais sa vie, c'est un drame à la fin. En plus, enfin, il y a des choses. Bon, on va pas faire la vie de Sinatra ici, c'est pas le lieu. Mais c'est formidable de se. Ça fait de la peine, quoi. Ouais, mais en plus, c'est une histoire terrible, quoi. Il y a toute une ambiance justement de jeu, de tout ce qu'il y a autour, de mafia, de choses, d'alcool, avec les femmes. D'alcool et de femmes. Ouais. Mais il était caractériel un peu et un cyclotimique, un peu un type qui était maniaco-dépressif. Ouais, tout à fait. Mais beaucoup d'alcool aussi et puis quel timbre de voix, quoi, une espèce de magie dans la voix quand il chante. Bon, ça c'est un plaisir esthétique après qui ne regarde que moi, mais c'est formidable. Donc ça c'est mon meilleur souvenir. Maintenant le meilleur souvenir de jeu vraiment, je sais pas, moi je dis toujours que j'espère qu'il va arriver. Le meilleur souvenir. J'ai plein de bons souvenirs, mais le meilleur, on peut pas savoir. Ça sera demain, j'espère. J'ai pas de plus mauvais non plus. D'accord. J'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai pour moi beaucoup de bons souvenirs et quelques mauvais, parce que souvent les mauvais souvenirs deviennent les mauvaises expériences deviennent de bons souvenirs quelquefois, parce que on s'en rappelle différemment. Les souvenirs se transforment, ou en tout cas on ne garde que certains aspects qu'on n'avait pas vus sur le moment. C'est comme les photos. C'est quand tu revois des photos de toi ou de situations que tu as vécues, tu les revois 20 ou 30 ans plus tard. Tu dis mais c'est pas du tout comme ça que je voyais le truc. T'as l'impression que la photo a changé, quoi. Une photo que tu connaissais, t'as l'impression qu'elle a changé parce que ton regard a changé, que tu analyses des choses différentes que tu voyais pas sur le moment. Bien sûr, mais pour ça, évidemment, il faut du recul. Alors, on peut pas le voir, évidemment, forcément. Même les mauvais souvenirs qui se transforment sur le coup, on peut pas le prendre comme un bon souvenir parce que c'est forcément une contradiction. Mais j'ai une question à te poser qui intéressera, parce qu'évidemment, on est dans une école de poker. Tu connais très bien, toi aussi, tout ce qui est école de poker et forum de poker. Puisqu'on peut dire que tu es au départ de WAM, par exemple. Tu es au tout début. Hein. Bah oui, WAM Poker, c'était justement cette volonté de monter une communauté de passionnés autour du poker et puis d'essayer de faire progresser les gens. Au début, il y avait, c'était 90-95% de débutants. Aujourd'hui, ça a changé justement parce que les anciens ont vachement progressé, que les nouveaux qui viennent sont déjà souvent de bons joueurs, ou en tout cas d'assez bons joueurs. Et puis il y a encore des débutants et tout ça. Bon, mais enfin, tout ça c'est une grande communauté. Et bon, les forums sont intéressants aussi, quoi. Voilà. Bon, à l'époque, j'écrivais, et puis je continue à répondre, mais sur j'ai beaucoup répondu aux messages des gens, etc., sur les mains qu'ils posaient et tout. Bon, on essayait toujours d'échanger dans un bon esprit, et ça a toujours été le cas, je crois. Et ça, j'avoue que c'est une belle expérience, quoi. J'aime bien, je suis presque fier, je pourrais dire, sans vouloir paraître prétentieux, d'avoir fait ça, d'avoir essayé de véhiculer à la fois pour WAM Poker et pour Winamax, d'avoir essayé de distiller cet esprit communautaire, cet esprit de compétition et de stratégie autour du poker. Oui. Alors, fort de cette expérience, justement, et tu as vu toute cette évolution, est-ce que tu penses que n'importe qui peut devenir un bon joueur de poker ? Non. Non, hein. Alors, qu'est-ce que c'est bon joueur, quoi ? Qu'est-ce que c'est bon joueur ? Je vais dire, pour le poker, à mon avis, bon joueur, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, ça va être un petit peu simpliste, mais c'est joueur gagnant, simplement. Joueur gagnant, tout dépend contre qui tu joues. Justement. Si t'es 8e mondial et que tu joues contre 7 joueurs, les 7 premiers du mondial, tu vas pas gagner. Mmh. Mais si tu es un joueur moyen plus et que tu joues contre des gens moins forts que toi, tu vas gagner. Alors si être un bon joueur de poker, parce qu'effectivement
le maître étalon au poker, c'est le gain. Bah, si c'est gagner au poker, oui, tout le monde, je pense, peut gagner au poker en déployant plus ou moins d'énergie, plus ou moins de travail, et plus ou moins de caractère et de mental. Mais si tout dépend ce qu'on a envie d'en faire. Quelquefois, on a envie de s'amuser, on a envie de progresser sans jouer d'argent ou sans en jouer beaucoup en tout cas, et on cherche pas à battre des records. Ça dépend ce qu'on veut faire. Maintenant, bon joueur, c'est comme dans n'importe quel autre sport. Au tennis, il y a un classement au tennis. Je sais pas moi, quand t'es jeune. Tu joues au tennis pendant les vacances et puis un mec qui est classé 15, tu dis c'est une bête au tennis, mais ce mec-là qui est classé 15, il se fait évidemment sortir par rapport à un type qui est bien sûr. Le type qui est 400e mondial à l'ATP, c'est un type qui joue formidablement bien au tennis, alors que contre les 200 meilleurs joueurs du monde, il a aucune chance. Tu vois, donc ou quasiment quoi, donc et qu'il n'arrive pas plus loin. Après, c'est pas pareil. Si on veut qu'est-ce que c'est être bon? Est-ce que c'est être numéro 1 mondial ou dans le top 10 mondial, ou est-ce que c'est voilà, tout dépend. Alors, disons, on peut formuler ça autrement. Quelle serait pour toi, disons, la qualité principale pour devenir un bon joueur? Là, le bon joueur, entre parenthèses, évidemment. Non, un joueur performant, on va dire, correct et solide, voilà. Vraiment, exactement, comme poser c'est la même question que tu poserais si qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans la vie? Quelle est la principale qualité? C'est impossible de répondre. Parce que pour réussir dans la vie, on peut réussir à force d'intelligence, à force d'astuce, à force parce qu'on est beau, parce qu'on est malin, parce qu'on est très résistant, parce qu'on a une force de caractère. Il y a tellement de choses différentes, quoi. Et même dans l'intelligence, on dit toujours entre guillemets, qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Absolument, absolument. Je sais pas. Donc, pour réussir dans la vie, il y a des gens, tu vois bien qu'il y a des gens, tout le monde connaît autour de soi des gens qui ont réussi et qui sont pas particulièrement intelligents. Ça, c'est vrai. Bon, et inversement, on connaît des gens très intelligents qui sont des ratés. Donc, c'est pareil au poker. Je dirais que c'est une mosaïque de qualités où de savoir bien exploiter ses qualités principales, de bien se connaître, et voilà, mais je sais pas, je pense que tout le monde peut pas devenir super fort au poker. Tout le monde peut devenir assez fort, mais maintenant pour être dans les meilleurs joueurs du monde, je pense que non, tout le monde peut pas y arriver. Ouais, le top du top, c'est un peu l'élite, entre parenthèses, le hors norme. Tu penses qu'ils ont quelque chose de plus? Tu as vraiment insisté sur le mental tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, c'est généralement les gens, ouais, le mental, c'est ce qui fait le plus. Comment on peut expliquer je ne sais pas, je vais prendre des noms que tout le monde connaît ici, Tom Dwan, Isildur, des gens comme ça, débarquent à 20 balais et défoncent tout le monde? Après, il y a aussi une question de jeunesse et presque, je dirais, d'inconscience de la jeunesse. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que tu vois, là, tu prends Tom Dwan et Isildur qui sont des joueurs de cash game par excellence. Oui, tout à fait, oui. Bon. Par exemple, pour jouer, on peut être très bon au poker et ne pas avoir cette qualité rare qui est de pouvoir jouer très cher. Ouais. Ça, c'est une caractéristique. C'est pas forcément une qualité d'ailleurs. Donc, je vais dire une caractéristique que très peu de gens ont, de pouvoir jouer très cher. Parce que et qu'on a plus facilement quand on est jeune. Oui, je le crois aussi. Bon, alors, on va dire que c'est parce que la notion de l'argent, etc., par rapport au travail et tout, oui, peut-être. Mais aussi, je te dis, même des gens, tout le monde n'est pas capable de monter des millions et de les rejouer. Et oui, c'est ça, oui, surtout de les rejouer, oui. Voilà. Alors parce que, voilà, il y a un moment donné où, tu vois, moi, je sais que j'ai déjà joué au casino dans ma vie, plus d'une fois. Maintenant, je joue plus trop parce que, justement, je me suis aperçu que, au début, tu rêves, tu dis, je peux faire sauter la banque, je peux gagner des millions. Mais moi, je me suis aperçu que je pouvais pas. Non, bien sûr. Parce que, quand je gagne, j'ai le petit bras.
Il y a un moment donné où je vais m'arrêter parce que je suis pas prêt. Si j'ai gagné beaucoup, si par exemple je mets 100 euros et je gagne je sais pas, ou je mets 500 euros, admettons, et que je gagne 20 000 euros, bah, je vais pas mettre 20 000 euros sur le tapis pour essayer d'en gagner 200 000. Alors j'ai une petite explication à ça parce que j'ai interviewé pas mal de joueurs de poker et pas mal de jeunes qui étaient très performants, qui sont au début de leur carrière mais qui montent très vite les limites, sont assez impressionnants d'ailleurs. Et j'ai eu souvent cette réponse. Alors là c'est vraiment le poker online bien entendu. C'est un peu pour eux. Pour certains d'entre eux, en tout cas, le fait de ne pas être scare-money, justement, de ne pas avoir peur de jouer ces sommes-là, c'est que le fait d'avoir des sommes, c'est des numéros, un peu comme dans un jeu vidéo. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les jeunes, justement, c'est ça. C'est un peu comme ça. C'est des chiffres, c'est un jeu vidéo, c'est des scores. Quoi. Voilà les scores, exactement. Voilà. C'est le vrai Donc terme. Après, si en revanche, les mecs qui s'étaient allés travailler pour gagner 1 500 euros ou 2 000 euros par mois en travaillant 8 heures par jour, peut-être que quand ils ont gagné 5 000, ils vont traduire ça en mois de salaire, etc. Et peut-être que ça va les freiner. Alors quand ils sont pas passés par là, qu'ils ont fait que des jeux vidéo, etc. Effectivement, c'est pas la même vision. Alors je critique pas. Non, mais pas du tout. C'est un constat, Mais c'est un constat. Et puis même ça, je veux dire, même les gens qui ont la notion de l'argent, qui savent ce que ça vaut, etc. Après quand même une certaine expérience, ceux qui ont atteint la trentaine, justement, comme des gens comme je sais pas, je dis en France, comme Anthony Lelouch ou David Benjamin ou n'importe quoi. Ces deux-là, tu vas me le confirmer, parce que tu les connais bien, je pense. Ils ont quand même eu une vie assez rock'n'roll aussi à ce niveau-là, même s'ils ont commencé beaucoup en live avant de jouer sur Internet, mais au niveau bankroll management, c'était pas forcément toujours terrible, non? D'ailleurs, le résultat, Anthony il est gagnant, mais David Benjamin, à ce qu'on dit, il avait gagné beaucoup d'argent et puis maintenant il est couvert de dette. Donc, effectivement, mais bon, voilà, ça c'est des tempéraments qui particuliers, quoi. C'est pas tout le monde peut pas faire ça. Alors moi je vois dans le chat quelqu'un il y a Noland qui dit si j'ai beaucoup de millions, j'ai pas de problème pour en jouer quelques-uns. Oui, quelques-uns. Oui, quelques-uns. Oui. Mais tout rejouer comme justement font ces gens-là. C'est-à-dire de se mettre sans arrêt en danger, parce que c'est ça le truc, c'est de se mettre en danger, parce que si tu as 100 millions et que tu joues, si tu as 100 millions et que tu en joues 2, tu te mets pas en danger. Voilà. Si tu as 100 millions et que tu les rejoues, oui, tu te mets en danger. Ouais. Non, là on parle de gens qui sont capables d'y aller full bankroll, quoi. Et ça c'est bon. Mais il faut avouer que ils ont monté les limites extrêmement vite parce qu'ils ont forcément du talent, qu'ils ont forcément quelque chose quand même. Techniquement, c'est en général toujours des gens qui connaissent bien, mais je crois surtout que c'est ça, c'est qu'ils ont peur de rien, quoi. C'est un peu comme des têtes brûlées, si tu veux, mais et ça, tu peux pas faire ça forcément quand t'as déjà. Par exemple, c'est comme des gens qui, il y a des gens qui aiment les sports extrêmes. Oui, voilà, je faisais une parallèle avec ça. Qui sont incapables des mecs qui aiment, qui s'engagent pour faire dans les commandos, voilà, et puis d'autres qui seraient incapables de le faire. Voilà, c'est des caractéristiques. Bon, enfin c'est pas ton cas, Michel. Tu t'es jamais fait peur financièrement au poker? Je me suis déjà fait peur, mais si, quand Michel, même. mais moi je peux pas effectivement. Aujourd'hui, je pourrais pas. Je peux pas jouer tout ce que j'ai, quoi. C'est pas possible. Oui, évidemment. Ouais. Parce que on apprend à penser. On apprend à penser aux enfants quand on a des enfants, les trucs, la famille et tout ça. Et puis, plus on avance en âge et moins on devient en principe, on est moins riche que tout, quoi. Tu préfères, enfin c'est mon sentiment. Enfin on peut pas dire que l'un et l'autre c'est intéressant, mais le gain financier ou la compétition elle-même finalement. La compétition, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est une autre mentalité, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, mais au poker, souvent, ça va ensemble parce que les grandes compétitions, c'est là où il y a les gros gains quand on parle de compétition. Après, les joueurs de cash game,
Je pense que des gens qui jouent en cash game, c'est moins la compétition parce que c'est surtout le résultat matériel, financier qui compte, et pas forcément la célébrité ou de dépasser les autres. C'est son score personnel, ça de mener sa marque personnelle, c'est très bien aussi. Mais bon, après, bon, maintenant aujourd'hui, là, moi, ce qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est que c'est moins. Il y a tellement de tournois, quoi. Il y a tellement de tournois live aujourd'hui et tellement de tournois online que quand on veut ceux qui veulent être dans les meilleurs, ça devient très très difficile, quoi. Il y a du monde, c'est ça, quoi. Il y a de la concurrence. Ah oui, ouais. Ah, tu vois, il y a Free Player encore, qui pose de bonnes questions, qui est mis en MTT. Est-ce que tu préfères le style Dylan Boujna ou de Big Roger? Ah, c'est intéressant. Alors, je t'explique parce que là, il fait allusion à une émission que j'ai faite avec eux deux d'abord. Avec eux deux en même temps. Oui, je les ai eus en même temps et c'était. Tu pourras d'ailleurs à l'adresse que je t'ai donnée tout à l'heure pour consulter le podcast, écouter le podcast. Et ensuite, je les ai reçus séparément, pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Non mais là, je plaisante. On a fait 3 émissions formidables avec eux deux. La première fois quand il y a eu cette histoire, c'était au Partouche où ils sont engueulés. Tout Internet, on a entendu parler. Et puis évidemment, là, j'ai été confronté à 2 styles différents et deux visions totalement différentes, 2 âges différents, 2 écoles différentes, mais vachement. Je veux dire, chacun avait des arguments très très intéressants justement. Alors, bon, tu peux répondre ce que tu en penses. Bon, évidemment, on prend des 2 styles opposés, effectivement. Aujourd'hui, je pense que oui, les 2 ont des qualités, ça c'est certain. Ah ouais. Mais bon, je préfère le style Dylan parce que c'est plus pointu, quoi. Roger, il a ses qualités de mental et de résistance mentale incroyables, etc. De compétiteur incroyable, il s'accroche sur chaque jeton, etc. Dylan, il a plus de technique au sens moderne du terme, quoi. Bon, c'est ça, ouais. C'est ce qui ressort, de toute façon, c'est vrai. Et moi, tiens, j'ai une question, dans le style, si tu préfères, est-ce que tu préfères un dîner aux chandelles avec la plus belle femme du monde, Michel, ou l'ATF du main event des WSOP? Écoute, alors là, je préfère la table finale du WSOP parce que du côté personnel, intime, etc. Donc je suis très heureux, donc je peux pas. En revanche, j'ai fait la table finale du main event. Ouais. J'ai dîné avec beaucoup de jolies femmes et j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie. Donc, mais j'ai jamais eu la chance de faire la table finale du main event. Donc c'est une expérience que j'aimerais. Il y a pour l'instant un seul Français qui a eu. Si j'avais 20 ans, effectivement, peut-être que je préférerais. L'inverse. Et puis comme ça, tu as bien répondu parce que si ta famille t'écoute. Non, puis en plus, bon, tu vois, comme dit Mikaku, si tu gagnes les main events, tu peux avoir la plus belle gonzesse du monde après. Ouais, enfin bon, après, oui, c'est vrai aussi. Enfin bon, la plus belle, pas forcément. Je parlais quand même des sentiments plutôt qu'autre chose. Mais enfin, d'un truc un peu plus romantique. Non, mais ça après, c'est une question de, tu vois, si j'étais seul et que j'étais jeune, je préférerais probablement rencontrer la femme idéale, mais donc comme de ce côté-là, c'est. Ben voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est une question à poser. Je préférerais effectivement. Mais tu vois, je crois pas que moi je rêve pas, j'en rêve pas quoi. Faire la finale du main event, j'en rêve pas parce que voilà, si ça arrivait, ce qui est quand même très improbable. Je serais fou de joie, mais voilà, c'est pas non plus un but dans la vie, quoi. Alors, d'ailleurs, à propos de table finale et des WSOP, etc. Bon, pour l'instant, le seul Français qui a réussi cet exploit, c'est Antoine Saout, qui nous a fait 3e quand même de cette fameuse TF. Mais par contre, on a eu pas mal de bracelets et on peut citer quand même des performances parce que tu joues très peu, mais tu dois avoir un ROI, comme on dit, assez important, un retour sur investissement sympa parce que tu as quand même des victoires et pas mal de TF à ton actif. Alors, j'en ai relevé quelques-unes. Tu as, toi qui ne joues pas beaucoup online, quand même gagné les W Coupe. Bon, ça remonte, je crois que c'est 2002 ou un truc comme ça. À une époque. Ouais, c'est vrai. À une époque aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En 2000. Attends, je vais te dire.
je dois le savoir parce que j'ai un bracelet pour ça d'ailleurs. Ouais, ça fait une dizaine. Salon. Ah, t'as un bracelet, oui, bah oui, voilà. Oui, bien sûr. Eh oui. Et donc, il est où celui-là? Enfin, je crois que c'est 2002, je crois, oui. Voilà. 2002. Moi, j'avais noté 2002, mais bon, tu sais, Ouais, c'est ça, ouais. voilà. Donc, ça fait 10 C'est ce que je ans. vois là. C'est ce que je suis en train de voir, oui. Voilà. J'avoue que j'ai jamais porté le bracelet. Voilà. Alors, t'as fait une fois deuxième aussi, 2 ans plus tard. Alors, dis donc, ça, c'était en pot limite Omaha. Hein? Et puis, non, attends, quand j'ai gagné, c'était un pot limite Hold'em. Ah non, c'était Hold'em. Et c'était en Omaha Hilo, deuxième. En Hilo. En Omaha Hilo. Voilà. Mais t'as refait J'ai deuxième. une autre fois deuxième. Voilà. Et là, c'était sous un pseudo différent. Et ça, il y a pas très longtemps. C'était 2008 en PLO. Bah, comment tu sais ça? Bah, je le sais, c'est tout. Je suis bien renseigné. Ouais. Effectivement. C'est moi qui ai fait premier. C'est moi qui ai fait premier. Non, c'est pas vrai. Non, ça, c'était une connerie. Effectivement, ouais. Bon, ça, c'était bon. Mais là, je joue pas. Je t'avoue que depuis 2-3 ans, online, je joue très peu. Ouais, c'est ça, ce que tu disais. Et en plus, je joue exclusivement, quasiment, je joue exclusivement sur Winamax. Ouais. Mais au WSOP, t'es pas passé très loin d'un bracelet non plus. T'as fait des TF, hein. Ouais, j'ai fait 2 fois 4e en Hilo, en Omaha Hilo. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui ont perfait. Je regrette pas parce que là, c'est un regret parce que les 2 fois, j'étais chip leader en arrivant en table finale. Ouais. À un niveau, il était un niveau très relevé parce qu'il y avait moins de monde à l'époque déjà, et il y avait tous les grands pros américains et européens qui jouaient, quoi. Il y avait moins de fiches dans le champ, et j'avoue que j'y suis pas arrivé, quoi, 2 fois, mais bon, ça reste des bons souvenirs, quoi. Ah bah j'imagine, oui. J'imagine. Bon, si près, c'est toujours pareil. Voilà, c'est forcément un bon souvenir, mais on a toujours peut-être une petite déception. Bah oui, quoi. Voilà. Bon, ça c'est. Après, je te dis, par exemple là, cette année, je vais y aller à Las Vegas. Je vais aller au World Series, je vais faire des tournois, mais je pense que je vais jouer le main event. Mais je vais surtout, pour le reste, je vais surtout jouer les variantes parce que j'aime bien ça, j'aime bien l'Omaha Hilo. Ouais. Et puis parce que j'aime bien et parce que je pense que c'est là que j'ai le plus de chance, ou le moins les meilleures possibilités d'arriver, parce que je pense que j'ai un meilleur niveau relatif dans ces jeux-là. J'ai beaucoup plus progressé, par exemple, si tu veux, en valeur absolue, j'ai beaucoup plus progressé en Hold'em, mais les autres, les jeunes, etc., ont encore plus progressé que moi, et donc, je pense, aujourd'hui, en Hold'em, ça devient très très difficile, quoi. Ouais, clairement. Il faut vraiment, alors qu'en Omaha Hilo, qui est un jeu qui est pas pratiqué, il n'y a pas de tournoi d'Omaha Hilo, il y en a très peu. Moi, j'ai pas mal d'expérience là-dessus, et j'ai pas mal étudié le jeu, donc je reste une valeur sûre. Enfin, à mon sens, je reste une bonne valeur par rapport aux autres, quoi. Tiens, est-ce que tu peux nous dire justement à propos du Hilo, puisqu'on a entendu parler que l'Argel allait nous accorder les fameuses variantes. Il parlait du horse, donc mais est-ce qu'on va avoir du Hilo, du stud? Je pense pas, non. Alors, je pense pas le horse, mais le Omaha Hilo, oui. Ah bon, ça serait bien parce que j'adorais ce jeu-là et depuis le point .fr, je peux plus y jouer, oui. Ouais, peut-être le horse, je sais pas, mais en tout cas Omaha Hilo, des trucs comme ça, peut-être Omaha 5 cartes, je sais pas, des trucs. Enfin, il va y avoir des nouvelles variantes sûrement qui vont être adoptées. On sait pas encore officiel quelles sont ces variantes, mais il va y en avoir. Oui, c'est pas mal, ça va. Ça serait chouette, ça serait chouette. De la diversité, mais bon, faut reconnaître que sur le point .fr et puis même sur le point .com à l'époque, ces jeux-là avaient pas de succès, quoi. C'est surtout le Texas Hold'em, quoi. C'est vrai, à la télé. C'est vrai. C'est le jeu qui passe à la télé, c'est le jeu le plus simple, c'est le jeu que tout le monde pratique, c'est le truc universel. Mais tu sais, il y a le pot limite Omaha aussi. Le pot limite Omaha commence à se développer. Ça, je pense que ça va beaucoup se développer. Oui, ça y est, oui. Mais les autres jeux, je pense pas.
Non, mais il y avait évidemment, vu la quantité de joueurs, si tu veux, assez de tables. Moi, je me souviens, pour jouer du mix game, je jouais des mix games, les 8 games, même ils avaient jusqu'à 10 jeux sur Full Tilt, Feu Full Tilt, qui va peut-être renaître comme le phénix de ses cendres, on ne sait pas encore, mais il y avait quand même une petite tournerie. Et souviens-toi des high stakes, ceux qui jouaient aux blindes 5 et 1000, les blindes, enfin, tu vois, les nosebleed, comme on appelle ça, avec les douanes, Antonius et compagnie, ils jouaient au Deuce to Seven à la fin. Ah oui, et mix game et tout ça. Beaucoup. Bah, à Las Vegas aussi, dans les grosses parties à Las Vegas, ils jouent quasiment pas au Hold'em, quoi. Voilà. Ils jouent les autres jeux, quoi. C'est ça, ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Ils jouent des mix games, quoi, la plupart du temps, du PLO et puis des jeux de limite aussi, voilà. Et d'ailleurs, quand tu as commencé, toi, dans les années 90, fin des années 90 ou milieu des années 90, je pense que tu as été à l'ACF, je suppose. Il y avait donc J'ai commencé, moi, en 97, et de toute façon, on jouait Dealer's Choice. Ouais. Voilà, c'était du Dealer's Choice, c'est ça. C'est donc. Dealer's Choice, on jouait surtout. Il y avait des tables uniquement Texas Hold'em, mais peu, quoi. Mais généralement, c'était tout le temps, tout le monde, à tous les tarifs, c'était Dealer's Choice. Et de Dealer's Choice, il y avait très peu de Texas, vraiment quasiment pas. C'était surtout Omaha, Omaha 4, Omaha 5. Et Courchevel, voilà, c'est ça. Bon, et après, Omaha Hilo, après, quand c'est arrivé, parce que c'était pas, au début, il n'y avait pas l'Omaha Hilo. D'accord. Et pas de il n'y avait pas de stud. Oui, il y avait le stud, mais personne n'y jouait. Mais personne n'y jouait, d'accord, ok, Ah, ok, d'accord. Bon. Et donc, finalement, c'est peut-être pour ça que tu as aujourd'hui encore un edge. Voilà. Non, mais maintenant j'ai rattrapé en expérience et je pense que j'ai beaucoup plus progressé en Hold'em que dans les autres jeux. Mais ça suffit pas. Je pense que et en Omaha, je pense que bien connaître le tournoi en Omaha, parce qu'il y a quand même très peu, même encore maintenant, il y a quand même très peu de tournois d'Omaha, tu vois, en live. Oui, puis alors maintenant on a malheureusement il y en a pas beaucoup et c'est vrai. On a un bracelet en France, un champion du monde, Élie Payan maintenant en plus. Avec qui j'ai joué j'ai joué avec lui, c'est un garçon très sympathique. Très sympa. J'ai joué avec lui au WSOP Europe dans le PLO justement. Ah bah très bien, voilà. Et moi là aussi c'est un peu une déception parce que j'étais quasiment chip leader quand il restait 2 tables. Ah oui. Et puis après, ça s'est très mal passé, et puis j'ai fini 13e. Mais bon, mais ça passe pas grand chose, quoi. Parce que surtout en Omaha, où la plupart des coups, c'est du 55-45. C'est ça. Et tu les gagnes ou tu les perds, et tu vois, c'est pas. Exact, Enfin, en tout cas, pré-flop, c'est comme ça, quoi. Les équités sont Non, mais au flop, en général, en Omaha, l'argent part pas pré-flop, l'argent part au flop, et quand l'argent part au flop, en général, tu vois, genre, Brelan contre tirage, couleur et quinte. Voilà, c'est ça. C'est des trucs à 60-40 maximum, quoi. Quand l'argent part, c'est pas, si tout part, c'est en général, c'est des rencontres assez proches, quoi. En gros, t'es obligé d'y aller, quoi. Où ça part pré-flop de roi contre 2 as, ou 2 dames contre as roi, quoi. C'est pas, ça c'est pareil. Tout à fait, ou alors c'est parce qu'on est short et là c'est autre chose, mais effectivement, c'est autre chose, D'ailleurs, Élie Payan, qui donne des coachings sur Poker Stratégie, on le salue parce que c'est un mec super sympa, et très gentil, et puis évidemment, il a prouvé qu'il n'était pas tout à fait mauvais dans le pot limite Omaha, et on est ravis. Et puis on parlait des mix games, le Horse de Fabrice Soulier aussi, qui a gagné aussi un bracelet en Horse. Ça fait plaisir. Ah bah oui, moi aussi alors. Ah oui. C'est très plaisir parce que je suis ami avec Fabrice depuis longtemps, justement depuis des années où je crois qu'il a commencé avant moi, je pense, mais on est copains depuis les années de l'aviation, quoi. Et
puis des tournois qu'on faisait ensemble, les premiers tournois. Alors ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que justement, j'aurais dû parier avec Bruno Benveniste, parce que je lui ai dit, Fabrice, ça fait plus de 10 ans qu'il joue, ça fait presque 15 ans à mon avis. Il m'a dit non. Moi, à mon avis, ça fait plus de 15 ans. Ouais, mais c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit non, ça fait moins longtemps. Ah il faut que je prenne un pari avec lui. Oui. Et je vais le gagner. Moi, j'ai connu Fabrice quand j'ai commencé. Fabrice jouait déjà. Et en 97, il était déjà. Ouais, bien sûr, d'accord. Mais je vais le recevoir, Fabrice. Il va venir. Donc moi, ça m'a fait très plaisir parce que j'aime beaucoup Fabrice et que voilà, il mérite aussi. Il a fait des résultats formidables, même en dehors de ce bracelet du Horst, qui est une consécration extraordinaire. Il a fait de très grands résultats. Ouais, absolument. Il y a même une année où il avait fait, je sais plus, 6 ou 7 caches dans l'année, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Ouais, ça, bien sûr. Ouais, très bien. De toute façon, on va le recevoir et on lui demandera à Fabrice. Là, il est en train de jouer en ce moment, il est un peu à droite à gauche. Et au mois de mai, on va convenir d'un rendez-vous et puis on lui demandera en direct comme ça. Ça fait combien de temps que tu joues, Fabrice? Parce que je veux gagner ce pari. Mais là, je crois que là, je suis bien parti d'après ce que tu me dis. Donc, je suis content. Ouais. Bon. Écoute, on va arriver à la fin de l'émission. Franchement, déjà? Ouais. Bah, écoute, on peut rester encore 5 minutes. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ton téléphone n'a pas bugué. On est encore avec un son tout à fait digne après plus d'1 heure de conversation. J'en suis ravi. Et en tout cas, moi, bon, voilà, c'est la première fois qu'on se parle tous les deux. Au feeling comme ça, bah voilà, t'es un mec sympa, ouvert. Non, mais c'est vrai. Mais ce que je me demandais justement, s'il y avait quelque chose dans la vie qui pouvait te faire sortir de tes gonds. Tu t'énerves jamais, Ah oui, si, je m'énerve, bien sûr. Ouais. Vas-y, fais-moi une petite colère. Moi, je m'énerve jamais gravement, ni intérieurement, tu vois. Justement, je m'énerve pour des petits trucs et j'extériorise très vite, donc j'expulse très vite. Donc là, les gens qui mes proches et tout ça me connaissent. Je m'énerve facilement pour des petits trucs. Je suis bougon, j'ai l'esprit de contradiction. Si jamais oui. Ah oui. Quand je suis toujours dans une discussion, je prends toujours le contre-pied, même si je suis d'accord, etc. parce que j'aime bien discuter. Donc forcément, moi je sais que je m'énerve pas, je m'énerve pas vraiment, jamais. En revanche, je peux énerver les gens, oui. Ouais. C'est plus énervant, je pense, pour les gens. Ouais, c'est plus un plaisir intellectuel, une discussion contradictoire. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien. Bon, écoute, quels sont tes projets là, juste à court et moyen terme, avant qu'on se quitte? Je vais faire des tournois. Je vais aller faire le WPT à Vienne. Ensuite, je vais faire le PT à Berlin dans la foulée, donc au mois d'avril. Ça, c'est bientôt. C'est bientôt. Donc dans une dizaine de jours. Puis après, je vais faire la finale du Winamax Poker Tour, qui est un grand événement aussi. Ah, ça aussi, c'est bientôt. Et puis ensuite, je vais partir. On va faire notre séminaire. Alors, séminaire avec Winamax? Avec le team Winamax. Ouais. Et ça c'est un truc privé, ça? Séminaire, on va faire une retraite, on va se mettre au vert au bord de la mer pendant presque une semaine. Ouais. Et puis on va faire du sport, on va faire des ateliers poker, on va travailler, on va essayer de progresser ensemble et puis de se retrouver, quoi, parce que d'être tous ensemble tout le temps, c'est bien. Puis il y a aussi les Winamax Series, qui commencent. Marqué Talent, qui a raison je vais faire les Winamax Series aussi la semaine prochaine. Ouais, ça commence là. Dimanche. D'accord. C'est quand même une belle série de tournois. Ouais. Après, on aura aussi la finale du Winamax Cup Trophy, qui est le trophée des clubs qu'on fait traditionnellement dans un château sur un week-end. Ça, c'est aussi c'est pas du tout le même genre d'événement. C'est pas des grands tournois où il y a des millions à gagner, mais c'est des moments de convivialité que j'apprécie particulièrement aussi parce que donc c'est il y a quelques joueurs du team Winamax, dont moi, et puis les amateurs. Il y a deux amateurs de chaque club partenaire de Winamax, quoi. Ouais. Donc il y a un vrai tournoi, un vrai beau tournoi ce week-end-là. Puis après on partira à Las Vegas. Ah bah oui, bientôt. Je vais après, pas faire
je vais pas faire le PT à Monte Carlo parce que ça fait trop et que c'est trop rapproché. Il y a Berlin et Winamax Poker Tour juste après, donc je vais laisser passer ça. Ce qui est dommage parce que c'est un très très beau tournoi. Ah, c'est magnifique, oui. Et voilà, on peut pas tous les faire. J'en fais déjà un peu plus cette année. Je vais en faire un peu plus que d'habitude. Et bon, bah, c'est super comme ça, oui. Très bien. Dis donc, au fait, les Winamax Series, il y a celui qui gagne, il a quelque chose, enfin, en dehors du prix, bien sûr, en argent. Est-ce qu'il y a un petit bracelet, non, aussi, pas, ou quoi? Non, mais il y a quand même d'assez beaux prix, quoi. Il y a ah oui, c'est magnifique, bien sûr. Plus de 2 millions, je sais pas combien, 2 millions et demi garantis. Voilà. Et il y a du PLO. J'ai noté. Oh, bien sûr, bien sûr, il y a du PLO, oui. Voilà. Bah, et tu vas jouer, alors si tu joues, je crois que je vais faire le PLO. Je vais faire un PLO certainement. Il faut que je revérifie, mais parce que c'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, hein, c'est ça, ça commence là. Ouais, ça commence, c'est du premier au 10, je crois. Ouais. Du 1er au 8. Je pense que je vais faire au moins un event PLO, ouais. Ça, certainement. Ouais, moi j'aime bien. Oui, j'avais fait des défis en PLO en mélange de mixte PLO et No Limit, j'aime bien. Ah oui, c'est sympa ça. Ouais. On va en refaire ça aussi d'ailleurs. Parce que ça c'est sympa. Mais bon, pour moi c'est pas toujours facile de jouer sur Winamax, de me concentrer. Pour un tas de raisons, parce que tu dois être sollicité, tout le monde doit te parler, etc. Et puis comme j'aime bien répondre, j'aime bien parler avec les gens, et que je trouve que c'est tout à fait normal, quoi, d'échanger avec eux, et de leur répondre, et puis de discuter et tout ça, et ça se multiplie un peu, quoi. Donc ça prend pas mal de temps pendant que tu es en train de jouer, c'est pas évident. Et puis aussi à la table, parce que quand t'as le petit W rouge à côté, et puis Winamax, etc., c'est quand même, ça fait cible quand même, tu vois. Carrément, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Mais alors là, je tiens à témoigner en tant que spectateur de ça. Il y a d'autres poker stratèges qui ont fait justement les satellites pour le France Poker Tour. Organisé par Winamax. Winamax Poker Tour. Le Winamax Poker Tour. J'ai eu, il y avait non, c'est France Poker Tour, non, c'est ça? Non. Ah, le France Poker Tour, c'était autrefois. Ouais, c'était il y a 2 ans, je te parle, moi. Et ben, il y avait tout le team. Moi, je l'ai fait à Paris, puis c'était aussi en province. Il y a plusieurs étapes en province. Et j'avais rencontré. Tu étais là d'ailleurs. Et il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là du team, pardon. Et c'est vrai qu'ils ont été absolument sympas. Moi, j'ai joué la première table. Je tombe sur Cuts, genre qui avait joué une main sur 2 d'ailleurs. Il avait été charmant à table. C'était super. Après, j'étais avec Johnny. Johnny 01, et c'est pareil, il avait été charmant, on a été jusqu'au bout d'ailleurs, il restait 4 tables, et c'est bon, voilà. Et je peux vous dire que là, c'est pas des conneries, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi que ce soit, les mecs étaient disponibles, voilà. Et c'est vrai, hein, Bruel était là aussi d'ailleurs. C'est normal, voilà. C'est quand même la moindre des choses. Ouais, c'est vrai, mais je le dis, c'était bien fait, voilà. C'est pas une contrainte, je veux dire, bon, c'est pas une contrainte, quoi, qu'on a, de faire ça, quoi, parce que c'est quand même sympa de parler avec les gens, de faire des rencontres, et puis de jouer à tournoi de poker ensemble, bon, voilà. Ouais, bien sûr, mais bon, disons que je suis un VRP de Winamax, si quelque part. C'est pas que ça, c'est pas que ça, quand même. Tiens, je m'aperçois. On me demande si j'allais faire un challenge comme Croque-Monsieur et l'Ostar. Bah, j'ai fait un challenge, il a dû passer inaperçu, alors ça s'appelait le triathlon de MiG-22, qui était justement en Hold'em et Omaha, et en short and lead, full ring et pot limit Omaha. Et voilà, alors tu vois, tu l'as raté, voilà. Et voilà. Mais on va le refaire, parce que ça avait eu beaucoup de succès, et puis c'est assez sympa, moi j'aime bien faire ces trucs-là, oui. Ah, il y a aussi Anthony qui a fait du PLO, un challenge en PLO il y a pas longtemps là aussi. Oui, en cash game. Ouais, en cash game là, ouais. Et je sais pas d'ailleurs les résultats, j'ai pas regardé, est-ce qu'il a réussi à s'en sortir quand même? Ouais, bah en finale non, il a un peu explosé en finale, mais il avait fait de très bons résultats pendant la semaine en quatrième. Ouais, bon, voilà. Bon, parce que c'est quand même un shark, hein, celui-là, hein, en PLO, hein, je pense. Hein. Ah ouais. Et puis bon, un garçon, tu vois, c'est encore une personnalité, particulière, à part, sympathique, quand même, ouais.
Ouais. Lui, il a essuyé les bancs de la CF pendant quelques années aussi, hein, pour faire ses clashs, je crois. Bah, il continue. Il continue. Bah, d'ailleurs, il joue, on en a parlé avec Bazou dernièrement, il y a quelques semaines, il joue ensemble avec Bazou là, sur des grosses limites, là, quand même, là-bas maintenant. Hein. Ouais, absolument. Bazou qui lui-même est donc encore, lui, vraiment un très jeune, quoi. Ouais. 20 ans. Alors, Anthony est un vieux à côté de Bazou. À côté de lui, ouais. Bazou, il a énormément de talent aussi. Ouais. Alors lui, il a fait le parcours inverse. Bazou, il est passé du online au live. Maintenant, c'est un vrai live star. Hein, il l'a dit d'ailleurs. Ouais. Et il adorait ça. Il adorait jouer en live. Et puis, apparemment, ça lui réussit plutôt bien, d'ailleurs, en plus. Hein. Mais je crois qu'il est tout simplement très doué, ce garçon, je crois. Oui, c'est certain. Clairement, quoi. Il est très, très fort. Hein. Moi, je crois qu'il a même pas 20 ans. Enfin, il a à peine 20 ans. Quand je l'ai interviewé, j'avais vraiment l'impression de parler à quelqu'un de mature, tu vois. Enfin, c'était vraiment un mec qui avait du plomb dans la tête, qui avait une forme de pensée rapide, tu vois. Enfin, bon, c'est assez époustouflant. Hein. Je crois que c'est pas par hasard que c'est un champion. Du coup, on n'a pas tellement parlé, même pas du tout de technique de poker. Eh ben, vas-y. Est-ce que, tiens, dans ton carnet, t'en as tellement noté des mains. Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent? Est-ce qu'il y a des choses, des trucs qui t'ont marqué, par exemple? Non, je sais plus, franchement. Et comme j'ai pas préparé de main, tu sais, non, ça me passe un peu. Et dis donc, j'y pense. Il dit, vous n'avez jamais pensé à Bazou pour le team. Il y a plein de gens à qui on peut penser, mais ça s'est jamais fait. Le team, ça reste de toute façon un noyau restreint. C'est vrai que, puis bon, je sais pas, ça s'est jamais présenté. De toute façon, maintenant, autant au début, je m'occupais du recrutement du team. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc je peux pas dire. Mais oui, pourquoi pas. Évidemment, Bazou est un élément intéressant. Oui. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Mais de toute façon, il était sponsorisé il y a encore pas longtemps ailleurs, hein, donc il y a aussi ça. Je sais pas. Ouais, bon, après. Oui, c'est moi. Je réponds à mes clés. C'est moi qui suis à l'origine de la poker school de Winamax. Ouais. Voilà. Oui, bah oui, ça, on a fait ça. Mais bon, moi, je suis un peu déçu parce que je trouve que les jeunes, etc., mais enfin, jeunes ou pas d'ailleurs, je cherche pas trop ils veulent jouer. Parce que ça se comprend, hein, remarque, mais ils veulent jouer, mais quand tu as étudié, à essayer de progresser, de lire des bouquins, lire des articles de poker, etc., ça a moins de succès, ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être une question d'époque, c'est plus une question visuelle. Ouais, je ne sais pas. Bon, ça dépend aussi des mentalités des gens. Non, mais ça a toujours été un peu comme ça. Ouais. Mais c'est normal. Bon, après, voilà, il faut. C'est quand même plus amusant de jouer, effectivement, que d'étudier, quoi. C'est sûr. Oui. Ouais. Il y a deux questions que j'ai passées sous silence et ils vont m'en vouloir si je te les pose pas. C'est des membres de la communauté qui sont bien connus et qui sont des fidèles de l'émission que je salue. Et si j'oublie de poser leurs questions, tu peux être sûr que je vais avoir des représailles. Donc, je vais pas oublier de le faire. Il y a Ro1 qui te dit Michel, j'ai eu la chance de te voir au salon du poker de Gambloux ou Gambloux, je ne sais pas. Gambloux. Alors, bon, je m'excuse, il est belge, mais pas moi, et près de Namur, donc en Belgique, voilà, c'est ça. Ouais. Et il a dit ça, ça se passait il y a 2 ou 3 ans, il dit, je crois, et je me rappelle que tu t'endormais à la table le dimanche après midi. Ma question, penses-tu que les Gandai, c'est-à-dire les fêtes belges, sont trop dures à suivre le samedi soir? Alors, c'est probablement ça. Ouais. On avait eu un week-end chargé cette fois-là. Ouais, c'était il y a 3-4 ans déjà, je pense. Ouais, 3-4 ans. Mais alors, fêtard aussi, sympa, quoi. Ouais. Bon. Alors après, il avait des questions, on y a répondu. Il te posait la question sur quelles émissions de télé on peut te voir, sur quelle chaîne. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est pas d'actualité, mais évidemment, tu les as cités. Il y avait RTL9 à l'époque, il y avait aussi en Belgique. Hein, AB3, c'est la même émission passée sur RTL9 voilà. Et en Belgique sur AB3, oui. Et sur une autre chaîne aussi où tu présentais les sur Eurosport. Eurosport, les WSOP. Je commentais les EPT. Ouais. Les EPT, c'était voilà, c'est ça, ouais. Et ça remonte bien à 2005 ou un truc comme ça, je crois, un truc comme ça. Entre 2005 et 2008, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. En même temps que de l'autre côté, Patrick nous présentait les WPT. Voilà.
C'est à peu près à la même époque, à peu près. C'est pour ça que tous les deux, vous étiez complémentaires en plus. Et je disais en préambule que vous avez chacun à votre manière réussi à amener ce poker. Mais tu vas pas c'est gentil, mais il faut pas me comparer à Patrick. Patrick, c'est une star. Ah oui, non, mais je parle simplement d'une complémentarité et que vous avez contribué tous les deux à amener le poker où il en est aujourd'hui en France. Et ça, j'en suis sûr et certain. Non, disons lui 98% et moi 1%. D'accord. Bon, allez, pas de fausse modestie. Non, c'est vrai. Mais moi, j'aimais bien regarder tes émissions parce que ça parlait technique et que tu avais ta petite analyse d'expert. Voilà. Ouais. Et oui, c'est vrai. Oui, ça c'est. Voilà. J'aimais bien faire ça. Oui, j'aime bien. Comme il y a eu de temps en temps des intervenants, comme je voyais Éloi par exemple, Éloi Roland, ou Stochastique, François Tardieu, qui de temps en temps intervenait, mais ils sont pas passés longtemps, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien les paroles d'experts, des gens qui sont compétents, voilà, simplement quoi. Et je dis pas que Patrick, ça sous-entend pas qu'il est pas compétent, mais c'était une autre façon d'aborder les choses. Et effectivement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que Patrick Bruel, c'est lui le principal responsable de tout ça. C'est clair. Oui, bien sûr. Oui, alors là, je vois qu'il y a plusieurs dans le chat qui ont dit que Winamax, le partenariat avec Poker Stratégie, que Winamax n'aimait pas Poker Stratégie, je vois pas pourquoi. Hein, alors, je vais regarder le chat parce que je le vois pas. Qui dit ça et pourquoi? Bon, je vois pas pourquoi tu. C'est quoi le. Vas-y, donne-nous la raison. On est en direct, il y a pas de souci, on va te répondre. Oui, non, mais ça, je peux pas dire. J'ai compris. Je sais de quoi il parle. Non, je sais de quoi il parle. Parce que nous avons un système de points, les stratégie points. C'est un système comme ça où quand on cumule, qui correspondent aux règles qu'on fait, quand on cumule, on monte dans les échelons, aux parts de bronze, argent, or, etc. Et c'est vrai que avec toutes les rooms, il y a des points qui sont distribués en fonction du règle. Ça marche un peu comme les miles, si tu veux, tu vois. Voilà. Mais c'est un système interne à Poker Stratégie pour pouvoir évoluer dans les rangs et avoir accès à d'autres contenus éditoriaux et puis vidéos, etc. Donc, c'est un très bon système. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que Winamax est la seule room qui ne donne pas de points PS. Voilà. Il faut en parler à Jimmy. Alors Jimmy. La légende de Jimmy. Non, alors je ne connais pas Jimmy, mais c'est Jimmy qui s'occupe de ça. C'est lui qui s'occupe des partenariats avec les clubs et les communautés. Bon, alors évidemment, moi je peux pas répondre au nom des administrateurs. Je ne suis qu'un pauvre animateur de radio et comme mon invité vous a aiguillé sur la voie, il pourra pas répondre à la place de Jimmy, si j'ai bien compris. Voilà. On pourra pas faire plus. Moi, je dis, je m'occupe pas de. Je m'occupe de pas mal de choses, mais je m'occupe pas de business, de marketing. Voilà, c'est ça, moi non plus. C'est pas mon truc, ça. Voilà, pas le mien non plus. Donc sinon, je vois une autre question de artiste qui a été actif sur le chat qui dit est-ce qu'il y a des mix games prévus sur Winamax? Ça va dépendre. Ça dépend pas de Winamax, ça dépend du législateur et ça dépend de l'Argel. Ouais, de l'Argel, c'est là, on en a parlé un tout petit peu. C'est pour l'instant, l'Argel a l'air d'être OK pour mettre d'autres variantes. On attend et personne ne connaît encore ce qui va arriver. Mais ils étaient assez chauds quand même pour mettre d'autres variantes. Voilà. Non, mais c'est possible qu'on mette effectivement qu'il y ait du mix game, par exemple Omaha, Pot Limit Omaha et Hold'em. Alors là, il faut que tu fasses ça. Ça, c'est déjà possible. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Mais pour l'instant, il paraîtrait qu'il y aurait pas, les gens aiment pas trop ça, quoi. Ils jouent soit à l'un, soit à l'autre. Alors mais je pense que ça va venir bientôt, ça, sur Winamax. Bon, tant mieux. Bonne nouvelle. Moi, j'aimerais bien. Alors, il y avait une question de Cana54. Alors, Cana, c'est aussi un jeune grinder qui est récemment coach, d'ailleurs, aussi sur Poker Stratégie. Et son activité principale, c'est le Heads Up, le HU. Alors, t'as des questions, Cana, que je vais pas répéter, parce que la variante préférée, je pense que c'est le Pot Limit Omaha, ta variante. Peut-être. Moi, ce que je préfère, c'est dans le point .fr, oui, mais sinon le high-low.
Le high-low. J'aime bien le high-low aussi. Voilà. Alors high-low. Et alors la question auquel il tient absolument que tu donnes une réponse. Alors joueur live en live, on va pas répéter. Veux-tu continuer à jouer au poker quand tu seras à la retraite? Sinon, on fait un HU. Bah, oui, je continue à jouer au poker, bien sûr. Je continue à jouer au poker, bien sûr. HU, bah, alors je vais m'entraîner parce que si lui est spécialiste, moi pas. Justement, comme j'ai pas fait beaucoup j'ai pas beaucoup joué online en cash game et donc encore moins en heads up. Et les tournois, c'est rare de faire des HU finalement, puisque il faut les gagner ou moins faire deuxième. C'est assez rare. C'est assez rare quand même. Même si tu en as réussi beaucoup, finalement c'est très peu par rapport à un joueur de cash game de HU qui là forcément lui joue toute la journée en HU. C'est une variante très spéciale. Est-ce que tu en as déjà fait quand même un petit peu pour voir, pour tester, même avec des amis? J'en ai fait, mais bon, je suis pas spécialiste du heads up, quoi. Surtout maintenant quand je vois les grinders, les Shark Online, vraiment ça vole très haut, quoi. Tu parlais du mental, là il faut un mental spécial pour le HU, c'est très à part. Oui, beaucoup de technique, beaucoup de mental. Oui, non mais il faut passer du temps. Eh oui, comme tout. Ouais, voilà. Donc moi pour l'instant, j'ai pas trop de temps, non, mais je privilégierais plutôt le tournoi live, quoi. C'est ce que je préfère, tournoi live, tournoi online. Peut-être j'en ferai plus à l'avenir. Et quand je serai à la retraite, si je suis encore assez lucide, oui, j'essaierai. Comment tu vois le poker évoluer dans les prochaines années, au moins en France? Je pense que ça va se maintenir. On a passé la phase du boom de la découverte, de la démocratisation, tout ce qu'on veut. Maintenant, ça va continuer à se développer, ça va continuer à rester une activité importante, quoi. Je pense. Oui. Tu penses pas que c'est une bulle qui a éclaté, puis dans 2 ans il y aura plus personne? Que tu vas rester optimiste quand même. Non, je pense pas. Non, parce que tous les jeunes jouent et les jeunes qui deviennent en âge de jouer s'intéressent du coup au poker et jouent au poker et tout ça. Ça reste quand même, normalement quoi. Ça reste une discipline parce que c'est une discipline passionnante et qu'il y a quand même beaucoup de monde qui y joue. Je vois aucune raison pour que le poker tout d'un coup disparaisse. D'accord. Là, il y a eu des actualités, évidemment, Black Friday et tout ça ces derniers temps. Et la reprise de Full Tilt par le groupe Tapi, t'as un avis là-dessus, toi? J'ai pas d'avis, non. J'ai pas d'avis. En plus, je connais pas les dessous des choses, etc. C'est beaucoup de lobbying, beaucoup de. Clairement, ça a l'air compliqué. Beaucoup d'enjeux financiers. En tout cas, pour terminer, peut-être conclure sur l'évolution du marché, c'est sûr que il y a eu beaucoup de rooms qui sont lancés, etc. Même sur le point .fr, je parle. Et il y en a très peu qui, à long terme, il y en a très peu qui vont rester, c'est sûr. Ça se dessine déjà, quoi. Aujourd'hui, le marché en point .fr, c'est Winamax, PokerStar, qui sont nettement devant ensuite, c'est tout de suite des chiffres moins importants. Je crois que quand même, tu sais que bon là je vais faire un petit cocorico, enfin un petit truc personnel. Vas-y, tu peux y aller. Pour Winamax, c'est que c'est quand même le seul pays du monde où PokerStar n'est pas numéro 1. Ah bah voilà, bravo. Mais je le dis pas pour critiquer PokerStar ou pour descendre PokerStar, etc. Non. Parce que les gens de PokerStar, j'ai beaucoup de copains et de gens avec qui je m'entends très bien chez PokerStar, etc. C'est pas pour ça. Je crois que c'est juste pour souligner la spécificité de Winamax et de l'esprit communautaire que Winamax a développé, qui a rencontré ce succès en France. Mais tout à fait. Parce que pour l'instant, Winamax n'est que sur la France. Et voilà. Dans l'avenir, peut-être que. C'est prévu d'ouvrir à l'extérieur. Ah oui. C'est pas impossible. D'accord. C'est à l'étude. C'est pas impossible, mais bon, il y a partie poker, peut-être, que je vois la réflexion de Castellan. Partie poker est beaucoup moins important que Winamax sur les chiffres aujourd'hui.
même si sur la présence des joueurs, etc., c'est autre chose, mais c'est beaucoup moins important. Et il faut voir sur quoi on prend les chiffres, parce que il faut bien les analyser. Déjà, même quand on va sur PokerScout, etc., il y a des chiffres différents, etc. Il y a des chiffres qui sont importants et d'autres un peu moins. Il faut connaître l'importance des chiffres. Et puis, les parties poker, je pense, a une carte à jouer et va se développer. Oui. Alors, si je devais parier sur un développement, ce serait sur celui de partie poker. Oui. Alors, la communauté, quels sont les ingrédients, les autres ingrédients? Évidemment, la communauté de One Poker, depuis le début, c'est très français. Winamax est français. Ça a créé des choses, des atomes crochus entre membres, effectivement. Mais quels sont les ingrédients de ce succès autrement? Il n'y a pas que ça, quand même. Bah, c'est ça, puis c'est le dynamisme, c'est que le Winamax a toujours été tous réunis au même endroit. Ouais. Beaucoup de rooms internationales, etc., même quand ils ont des antennes dans plusieurs pays, elles ont le siège ici, les conseillers là-bas, etc. Winamax a toujours été tous au même endroit, ce qui fait que c'est très réactif et qu'on peut être très dynamique. Parce qu'on est concentrés les uns près des autres. Et que tout le monde a toujours gardé un esprit start-up de communication entre nous, etc. Et c'est ça qui fait la réussite par le travail des gens de Winamax. Mais je crois que ça c'est très important. Ouais, moi je vais vous lancer des fleurs aussi. Bravo pour le logiciel, parce que vous êtes sorti d'OnGame à l'époque. On jouait sur OnGame. Hein. Vous êtes sorti d'OnGame, vous avez gagné et le logiciel maintenant est. Là, vous avez travaillé, vous avez vraiment bien travaillé et vous êtes vraiment un des meilleurs logiciels aujourd'hui, alors que vous partiez quand même avec pas mal de retard au début. Hein. Et donc ça, c'était un pari qui était osé, mais j'espère que vous êtes de mon avis dans le chat. Je sais pas en tant que joueur, hein. Ouais, non, mais voilà, mais PokerStars, Full Tilt, ils sont là depuis combien de temps, tu vois ce que je veux dire? Oui. Si t'as bien écouté ma question, Bzed, hein, tu répondras. Mais alors, pourquoi le choix du 5 max? Tiens, ça c'est aussi, c'est vrai, c'est ce que pose Rémi. Ça c'est plus, je peux pas répondre parce que tu vois, ça c'est des aspects marketing, business, etc. Études des choses dans lesquelles je me plonge pas, moi, tu vois. C'est pas moi qui décide de ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. 5 max, au lieu de 6, vous voyez pourquoi? Parce que ça remplit plus vite l'étape, peut-être, je sais pas. Alors, à signaler qu'à l'époque, c'est plus dynamique tout de suite, quoi. Le short ended, c'est quand même beaucoup plus dynamique que le full ring, quoi. Aujourd'hui, les joueurs réguliers préfèrent quasiment tous jouer en short ended. Ouais. Mais à l'époque, il y avait déjà du 5 max sur endgame sur Winamax, hein, pour info. Alors, je sais pas s'ils ont repris aussi ça, mais c'est pas nouveau en fait, voilà. Ouais. Mais bah, c'est vrai que d'habitude, bon, c'est 6 et là c'est 5 et ça change un peu la dynamique, c'est encore un peu plus resserré. Il y a même des tables à 3 aussi, c'est très intéressant. Mais là, quand on aime jouer agressif, c'est génial. Hein. Mais ça évite le heads up. Tu te dis, je fais pas du heads up, mais à 3, je te raconte pas, faut quand même y aller. Hein. Tu joues à peu près la moitié de tes mains minimum et c'est obligé parce que sinon t'es mort, quoi. Et c'est assez intéressant hein, comme jeu à 3. Hein. C'est très très agressif. Mais ici alors là, bon, on va s'arrêter parce que maintenant on commence dans le business et le marketing. Ah non, on parle pas de business là, oh là là. Non, mais je te parle sur le chat. Il y a qui dit, il faudrait changer les offres de la boutique Winamax. Oh là là, mais bon, alors. On a expliqué. Alors on va. Je trouve que c'est un peu exagéré parce que bon, pour connaître quand même ce qu'il y a dans la boutique, il y a une diversité quand même très très grande. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc changer les offres, je sais pas. Oui, peut-être. Il faut faire des propositions. Bon, des propositions. Alors, écoutez, là, les administrateurs de Poker Strategy ne sont pas là. C'est pas moi qui suis décideur à ce niveau-là. Et les administrateurs, on va dire les décideurs de Winamax, c'est pas du tout Michel. Il vous l'a expliqué. On va rester dans une conversation conviviale autour du poker. On peut ni l'un ni l'autre régler ce genre de problème. Donc voilà, bon, on l'a. Voilà, ouais, c'est ça. Non, moi moi j'en parle et oui, bah, si tu as une connaissance je conseille et etc. Je donne un avis, quoi. Mais bon, maintenant c'est quand même une grosse machine avec
des plans, des business plans, du marketing, etc. Tout ça, donc forcément, et puis du contact au quotidien avec les clubs, avec les communautés, avec les partenariats, la publicité, etc. Enfin, un tas de choses, un tas d'impératifs, un tas de disons, de contraintes et d'interactions entre les différents départements. Donc ça devient, c'est pas comme c'était au début. Tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, bah oui, je t'aurais dit, bah bien sûr, puisqu'on était très peu nombreux et qu'on faisait tous un peu tout, quoi. Maintenant, c'est différent. Il y a des départements, il y a des services pour s'occuper de chaque chose. Voilà. Bon, bah Michel, on a répondu à cette question. C'est bon. On va. Si tu vois d'autres questions, t'hésites pas à réagir. On va tirer les conclusions de cette émission. Pour terminer, toi, t'as été journaliste. Évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, tu donnes beaucoup d'interviews, comme tu fais ce soir encore, et on doit souvent te poser les mêmes questions. C'est pas trop fatigant au bout d'un moment, ça? Non, parce que j'aime bien discuter, et quand l'échange est sympathique comme ce soir, c'est pas du tout une contrainte. Tu vois, là, ça fait plus de 2 heures qu'on discute ensemble. C'est pour ça. Et j'avoue que ça m'est pas du tout désagréable, au contraire. Donc voilà, bon, moi j'ai toujours bien aimé la discussion, l'échange. Bon, bah voilà, quand ça se passe de manière comme ça, sympathique, conviviale, c'est parfait, oui. Bon, bah, je suis ravi. Évidemment, c'est réciproque. Y a-t-il une question justement que tu aurais aimé qu'on te pose en interview qu'on t'a jamais posée aujourd'hui? Non, j'avoue que je pense pas jamais aux questions qu'on peut me poser. Je réponds à toutes les questions. Plus ou moins bien et bien avec plus ou moins de compétences selon j'hésite pas à dire que lorsque je ne sais pas, mais il n'y a pas de question, je vois pas. Mais si on fait une prochaine émission, on pourra aborder d'autres sujets, vous pourrez préparer des questions très différentes. Michel, ce sera un grand plaisir de refaire une émission avec toi, ou en tout cas de discuter avec toi tout simplement, dans le cadre ou hors cadre de cette émission. Mais tu es invité évidemment à revenir si tu en as le souhait. La porte est ouverte, comme on dit. Voilà, même si c'est une porte virtuelle. Là, mais voilà. C'était très sympa. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le chat. Merci à tous. Voilà. Ah bah voilà. Bon, allez, vous avez compris, ça va être l'heure de fermer la boutique, comme on dit. L'émission est terminée. Juste avant de lancer le générique. Ah oui, j'ai pas pu. J'ai un regret. Ah vas-y. Ah, attends, c'est pas fini, tout à fait. Michel a un regret. C'est que j'ai pas pu prendre le pseudo MiG-22 sur Poker Stratégie parce qu'il était déjà pris. Ah mince alors. Voilà. Ah ouais, qui a pris MiG-22? Est-ce qu'on le connaît, MiG-22, sur Poker Stratégie? C'est un fan, Michel, certainement. Bah écoute, je sais pas. Donc moi j'aime bien prendre MiG-22 toujours, bah oui, mais j'arrive pas. Ah oui, comme dit Webb, c'est peut-être pas un français. Ah oui, peut-être, oui c'est vrai. C'est peut-être dans la communauté internationale, effectivement. Voilà. Ouais. Alors des MiG... Du coup, et pourquoi 22? Tu sais, MiG-22 à la fin, on me pose souvent la question. Hein. Ouais. Pourquoi MiG-22? Pourquoi ce pseudo? C'est parce que je suis né à 22, parce que MiG c'est le diminutif de Michel de mon prénom, et parce que MiG-22, ça fait comme le MiG, l'avion russe, l'avion de chasse russe, le MiG-22, voilà. Donc MiG-21, c'est un MiG-21 et MiG-22. Voilà, c'est ça. Il est toujours à la pointe, ça veut dire. Tu vois, il devance même le progrès. Michel devance le progrès. Écoute, je suis peut-être pas à la pointe, mais j'espère toujours être là et toujours me passionner autant pour le poker. Et on espère t'entendre toujours comme ça. La compétition. Voilà, c'est un pseudo qui vole haut. Voilà. Merci beaucoup. Au-dessus du lot. Merci de ta gentillesse. Merci à toi. Merci à tous les membres de Poker Stratégie. Et je reviens quand vous voulez. Alors, et même si Winamax a une radio aussi, mais oui, effectivement. Ah oui, Winamax c'est une radio le dimanche soir d'ailleurs et c'est très agréable à suivre. Je le suis de temps en temps. Il y a les tournois qui se jouent, les commentaires en direct et tout. C'est il y a Harper qui est là, il y a Benjo, je crois aussi qui anime de temps en temps. Enfin bref, c'est assez sympathique. Et voilà, donc on les connaît depuis des années en tant que couvreurs et puis voilà, on les entend aussi parler. C'est toujours très sympathique. Je pense que ça il faut
plus il y en aura pour moi, plus ce sera, enfin mieux ce sera quoi. La diversité est pas un inconvénient, au contraire, c'est une ouverture et ça nous force d'ailleurs à faire mieux chacun de notre côté. Et voilà. Moi, en tout cas, je suis pour cette diversité. Voilà, c'est mon opinion. Oui, absolument. Voilà. Bravo. Bon, Michel, d'habitude, on me dit E.T., tu parles trop, comme dans la chanson. Non, mais ça va, c'est très bien, parce que on peut pas. Si on a parlé aussi longtemps, c'est parce qu'on était deux et c'était un échange, c'est très bien. Tout à fait, mais tu sais, comme dans la chanson, je crois que c'était Eddie Mitchell, tu parles trop, ou je sais plus, c'est un vieux truc des années 60, ça. Après, oui, peut-être les chaussettes Daniela, noires. Alors, c'est dans Daniela, d'accord, c'est même dans un couplet de Daniela, oh là là. Alors, ça doit être 61 ou 62. Voilà, je vous parle d'un temps, etc. Donc, Michel, je vais cesser de te flatter, je te remercie simplement. C'est pas de la flatterie, c'est sincère, j'ai passé un moment très agréable avec toi, et je suis sûr que ce moment est partagé par tous nos auditeurs, et ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu nous écouter, auront le podcast certainement samedi, hein, si tout va bien. Si je me porte bien d'ici là et que j'ai dormi 2 heures ou 3 heures, je ferai ce podcast le plus rapidement possible. Écoute, voilà. C'était très agréable pour moi aussi, et donc voilà, je suis très content, et c'est vraiment cool, et je trouve que dans le chat, en plus, il y a même pas eu de dérapage dans le chat en général, parce que tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui parlait du chat de Winamax. C'est pas le cas sur le chat de Winamax, il y a beaucoup de dérapage. Ça, oui, c'est vrai. Oui. Là, c'est vraiment une communauté choisie, et vraiment on voit que des passionnés et des gens de qualité, quoi. C'est pas pour vous flatter, mais voilà. Tout à fait. Cela dit, les gens les joueurs de poker, tu le sais, ont un ego assez démesuré parfois, et il arrive quand même que sur le forum, ça parte un petit peu d'une façon un peu rock'n'roll, puisqu'on parlait des chaussettes noires. Mais c'est des discussions d'hommes, qu'on va dire, sur des stratégies, etc. Des fois qui dérapent un peu, ça peut arriver. C'est sur toutes les communautés, mais principalement ici à l'émission, on n'est pas là pour ça. De toute façon, on est là pour se détendre, pour faire connaissance avec les gens, et puis voilà. A priori, il y a pas de raison non plus que ça parte dans ce genre d'ambiance. Hein. En tout cas, moi je le souhaite pas. C'est pas arrivé pour l'instant, et j'espère que ça va rester comme ça. Donc voilà, l'émission se termine. C'était la Calling Station numéro 75. Et oui, 75. Hein. Dis donc, on se rajeunit pas. C'était bien sûr notre invité Michel Abécassis. Et je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie, Michel. Et comme je dis toujours, beaucoup, Lucie, merci à tous. Good luck aux tables, et que les bad beats t'évitent. Ciao. Bonsoir à tous. Salut. Calling Station. Calling Station. Calling Station.